commencer, notre live. Mon invité normalement est déjà connecté. Est-ce que Serge est bien connecté ce soir? Serge, est-ce que tu nous entends? Oui, je suis bien là. Bonsoir tout le monde. Yes, bonsoir Serge, bonsoir, bonsoir. Alors, je précise quand même, parce qu'on est très nombreux ce soir, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que je puisse les adresser directement à Serge. Et si vous avez d'autres questions sur lesquelles vous voulez poursuivre un peu plus en profondeur, bien sûr, on pourra rester après. Mais n'hésitez pas pendant le live, si on parle de quelque chose qui vous concerne directement, vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me le faire savoir directement dans le chat. Je serais ravie de porter votre voix. En tout cas, donc bonsoir Serge, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien, pas trop contraint. J'étais un peu tirée, un peu forcée à venir participer à ce live, mais j'espère que tu n'es pas, ça t'a pas renfrogné, ça va, t'es content d'être Non, là. non, ça va, ça va. C'est avec plaisir que je me prête au jeu. C'est Super. un exercice qui est très intéressant, surtout que la thématique est en adéquation avec la saison du moment, on va dire. C'est la rentrée, comme tu l'as dit, et je crois que toutes les personnes qui sont connectées ce soir, bon, quand ils ont vu la thématique, se sont dit ils vont avoir des réponses, et voilà, on espère pouvoir apporter les réponses aux questions qu'ils vont avoir à travers l'échange qu'on va avoir tout à l'heure. Yes, super. En tout cas, je te remercie encore. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai d'abord une petite question, on va dire un icebreaker pour toi. Ça va être simple, hein, je t'ai fait un peu peur, mais c'est vraiment très simple. La question était de savoir quelle est la compétence qui t'a le plus aidé, qui t'a le plus porté durant ta carrière professionnelle, jusqu'ici, bien sûr. La compétence qui m'a le plus porté durant ma Mhm, carrière professionnelle, mhm, je dirais, c'est mon sens du relationnel. Je pense que c'est un soft skills. C'est pas quelque chose qui est lié à ma compétence pour laquelle on m'a embauché. Mais je pense que c'est parce que j'ai un certain sens du relationnel qui fait que je noue facilement des relations avec les personnes autour de moi. Ce qui n'était pas le cas au départ, mais aujourd'hui, voilà, avec l'expérience professionnelle, j'ai appris à le faire et aujourd'hui, ça m'a ouvert beaucoup de portes, en tout cas dans le milieu professionnel. Donc, je pense que s'il y a une compétence soft skill, ce sera celle-là. du relationnel. Ok, Oui, bien d'accord. sûr. Ouais, c'est- ça m'a C'est beaucoup très, aidé. très intéressant, je note. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent aussi noteront aussi que c'est un soft skills à développer absolument. Tout à fait. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Donc, vu qu'on est en train de parler de compétences et de rentrée et d'après-embauche, est-ce que tu peux nous donner une brève définition de ce que c'est une période d'essai, selon toi? Une période d'essai. Bon, je pense que la période d'essai, c'est une phase, hein. Donc, je pense que juridiquement, ça existe dans des contrats. S'il y a des juristes parmi nous, ils peuvent peut-être nous donner une définition juridique. Mais pour moi, c'est une période où l'employeur et l'employé apprennent à voir est-ce qu'on est en adéquation, est-ce que on va matcher, est-ce qu'on pourra continuer sur du long terme. Donc, la phase de la période d'essai, pour moi, c'est une phase où à la fois le futur salarié ou le salarié qui débute dans l'entreprise voit est-ce que l'entreprise, l'atmosphère, la culture lui convient. Et de l'autre côté, l'employeur prend le temps aussi d'observer si le collaborateur qu'ils ont embauché correspond aux attentes, tant sur le plan technique que sur le plan de l'intégration et de la culture d'entreprise. Donc, c'est une phase d'apprentissage aussi pour celui qui vient d'être embauché. À la période d'essai, c'est une phase d'apprentissage. Tu te retrouves et tu dois tout de suite emmagasiner un certain nombre d'informations. Si c'est ton premier poste, si c'est le remplacement. Je discutais avec quelqu'un aujourd'hui matin en plus qui me disait que voilà, elle est en passation
de poste et cette passation-là fait que bah, elle doit apprendre au maximum de la personne qui va quitter la boîte et elle est Mmh. encore en période d'essai. Donc c'est la phase aussi où on doit rapidement s'adapter, on doit rapidement engranger les informations, on doit rapidement comprendre le business model de l'entreprise et avant de se lancer. Donc oui, pour moi, c'est ça ma définition de la période d'essai. Oui, c'est celle-là, hein. Tu as dit énormément de choses et effectivement, je pense que tout le monde a compris que c'est vraiment une phase où on est observé en tant employés, nous sommes observés, mais aussi on a aussi l'opportunité d'observer et de voir si c'est une entreprise dans laquelle on se sentira bien. Donc c'est vraiment une phase de dates, j'ai envie de dire un peu entre 2 Exactement. Et personnes, je vais partir, c'est bon. entre employés et employeurs. Hem OK, d'accord, très bien. Mais du coup, selon toi, en quoi est-ce que cette période est vraiment stratégique? Ah, la période d'essai est très, très stratégique parce que parfois, si je me positionne du côté du collaborateur qui vient de rejoindre la boîte, en fait, c'est stratégique parce que ça permet aux collaborateurs, parfois, quand on regarde une entreprise de l'extérieur, on a l'impression que, ah ouais, bon, sans nommer d'entreprise, bon, on pourrait prendre une entreprise très connue comme Orange, où moi j'ai été pendant pratiquement 1 an et demi en mission de l'extérieur, on se dit, ah, c'est une très grande boîte de télécom et tout ça. Mais Orange fait partie c'est l'ex France Télécom. D'accord. Et on sait tous l'histoire qui est rattachée à France Télécom, notamment les suicides, les burn-out qui sont associés. Et parfois, quand on a ce genre d'informations, dans les journaux, dans l'actualité, on se dit que ah bah peut-être que si je vais là-bas, le niveau de la charge de travail sera tellement élevé que je vais pas m'en sortir. Et donc la période d'essai est stratégique pour une personne, par exemple, qui rejoint Orange. Est-ce que la charge de travail correspond vraiment à ce à quoi je m'attendais? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est pas ce que je veux? Et ce qui est bien dans la période d'essai, c'est que parfois le collaborateur croit que il n'a pas entre guillemets, de pouvoir. Mais en réalité, Mmh. c'est une phase où lui aussi, il a la capacité de dire stop, mais je ne veux pas continuer parce que, comme tu l'as dit, c'est un date. Donc, on arrive, on prend le temps d'échanger, on se rend compte que, bah, en fait, c'est pas exactement ce que je voulais. Donc, du coup, je sors de cette relation en devenir et voilà, j'avance. Donc, c'est stratégique dans le sens où, pour le collaborateur, s'il veut, ça lui permet d'évaluer est-ce que c'est exactement l'environnement dans lequel il veut évoluer? Et si c'est l'environnement dans lequel il veut évoluer, c'est l'occasion pour lui d'envoyer des signaux positifs à l'employeur en face pour que l'employeur sache que, bah, en fait, je veux intégrer cette boîte parce que cette phase-là m'a permis de voir que vraiment vos valeurs correspondent à ce que je recherche. OK. OK. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on se rend bien compte que nous aussi, en tant que collaborateurs, la balle est vraiment dans notre camp. Si on veut poursuivre ou pas, c'est à nous de faire nos preuves, mais aussi on a le droit de pas se plaire dans cette entreprise et vouloir finalement rebrousser chemin. Tout Donc à fait. c'est vraiment une perspective très intéressante. Hem, Mm. En termes d'intégration, parce que là, c'est le cœur de Mm. notre. Ah oui. Heu, Là, on veut vraiment savoir, c'est pour ça qu'on a voulu avoir un senior manager qui a le poids parce que certaines personnes se disent que c'est les RH qui décident, mais en réalité, ce sont les Non. opérationnels qui décident, hein. Ce sont les managers, ceux qui sont vraiment en poste, qui font le travail au quotidien, qui décident et finalement les RH sont là pour appliquer les décisions qui ont été, prises par les managers. Donc c'était important qu'on ait quelqu'un qui est souvent dans cette discussion-là pour savoir est-ce qu'on garde un tel ou un tel qui nous donnera donc son avis d'insider. J'ai j'ai noté quelques petits points, que j'aimerais voir avec toi. J'aimerais avoir ton avis. Parce qu'on a tous observé, je pense, bon, à mon niveau, j'ai observé, mais, je pense qu'aussi dans les personnes connectées ce soir, vous avez dû aussi observer ces comportements de certains collaborateurs qui leur ont permis de se démarquer en bien ou en mal, en positif ou en négatif. Donc on va devoir avec Serge, si ces actions posées, ont de bonnes répercussions, donnent des bons points ou des mauvais points. Donc, on va commencer par le point visibilité, parce que j'ai essayé de Ok, scinder mes points ainsi en différentes catégories. Donc, ok. le point visibilité déjà, est-ce que selon toi,
envoyer des mails et mettre tout le monde en copie, autant que possible. C'est-à-dire vraiment, du N+3 au, N-1 que nous sommes. Est-ce que selon toi, c'est une bonne stratégie quand on envoie des mails de mettre tout le monde, tout le monde, tout le monde en copie autant que possible, pour communiquer sur ce qu'on fait ou, des erreurs éventuelles ou même des bons points, des bonnes choses qu'on aurait faites? Est-ce que c'est bien de mettre tout le monde en copie tout le temps? Je dirais non. En fait, parfois il y a des sujets. Quand on a un collaborateur qui envoie un mail et qui met tout le monde en copie, on se dit tout de suite qu'on a affaire à un collaborateur qui a eu un passé lourd dans une entreprise et qui essaie tout de suite de se protéger, de montrer qu'il connaît ses droits, il ne veut pas qu'on puisse lui reprocher telle ou telle chose. Et ce n'est pas forcément le meilleur signal positif qu'on peut envoyer à un employeur. Surtout que, comme tu l'as dit, hein, tu l'as très bien dit, dans une entreprise, il y a différentes phases dans l'intégration. Au départ, on se fait recruter, on fait des entretiens avec des responsables des ressources humaines, mais après, au final, la personne ou les personnes qui décident de est-ce que tu restes dans la boîte ou pas, ce sont les managers. Si tu es en cabinet, ce sont les managers avec qui tu as travaillé. Et si tu es dans une entreprise voilà, classique, c'est le manager sous qui tu es censé évoluer. Et envoyer un mail en mettant ton manager en copie, OK, mais en mettant le N+2, le N+3 et tout, c'est un mauvais signal que tu renvoies à ton manager direct. C'est comme Mmh. si tu es en train de lui dire, en fait, je sais que c'est entre nous, mais je préfère me baquer en mettant Mmh. telle personne en copie au cas où tu ne serais pas fiable. Et ça, c'est pas un bon signal qu'on renvoie, OK, clairement. OK. Ça veut dire ça montrerait éventuellement un manque de confiance, vis-à-vis de la personne avec qui on échange. Tout à OK, fait. Tout à fait. OK, d'accord, c'est noté. 2e question, donc toujours proposer des idées ou poser des questions en fin de réunion. Il y a toujours ce collaborateur. Pose plein de Toujours questions proposer des idées ou et poser des questions. Ah oui, mmh oui, oui, ça c'est bien, mais avec une certaine retenue ou avec une certaine mesure. Je m'explique. C'est-à-dire que si j'ai un collaborateur avec qui je travaille sur un sujet, je pense ainsi, parmi nous, on a des responsables ou des personnes qui ont des N-1. Il n'y a rien de plus énervant, je peux utiliser le bon terme, que d'expliquer 3 fois la même chose à un collaborateur. Je préfère que le collaborateur, je suis en train de lui expliquer une tâche, il me pose toutes les questions qui concernent ce que je suis en train de lui dire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va me dire, ah non, mais en fait, non, ça va, je pense que j'ai tout compris. Ah non, non, c'est tout bon pour moi. Et après, il revient, juste, j'avais pas compris, ici, tu avais fait quoi exactement? Ah ouais, là, par contre, si ce genre de questions à répétition, c'est un mauvais signe qu'on envoie. Mais par contre, poser des questions pendant on t'explique un process, un mode up, ça c'est très bien vu, c'est très très bien. Proposer des idées, mh. c'est bien, mais il faut le faire aussi avec sagesse. Je m'explique. Je suis le responsable Bon, je prends ma fonction là, je suis senior manager dans mon cabinet. Si j'ai une réunion avec des associés et tu as été convié à cette réunion et on n'a pas au préalable discuté par exemple, du scope sur lequel on veut m'évaluer, moi, tu arrives, on dit, ah bah, en fait, Serge, on souhaite que toutes les opportunités concernant la BU Industrie, donc celle dont je suis en charge, si on dit, bah, en fait, on aimerait des sujets d'innovation et tout ça, sachant que je vais avoir l'entretien avec les associés et que je vais te convier, j'aimerais bien que tu me proposes des idées en amont pour que quand on soit devant les associés, je liste l'ensemble des idées qu'on a brainstormé ensemble. Mais si je me retrouve devant les associés et que pour bien te faire voir, tu m'en as pas parlé et tu sors une idée du chapeau et tu dis devant tout le monde, bah en fait, j'ai oublié de te dire ça, mais je pensais à telle chose pour pouvoir faire avancer. Ah bah là, par contre, Aïe. je pense qu'après on aura un débrief, tu vois. Ça ne sera pas très, voilà. Mais on va débriefer parce que en fait, je pense que la base de l'intégration, hein, pour moi, c'est la confiance. Si tu brises cette confiance, bah, en fait, tu ne peux pas avancer. Donc, proposer des idées, c'est bien, mais dans un cadre et avec beaucoup de sagesse, c'est très important. Ouais.
D'accord, faut le faire de manière subtile finalement et vraiment au bon moment. Exactement. Même avant, même 5 minutes avant la réunion, dire, Mmh. ah, en fait, j'ai oublié de te parler de ça, je pense qu'on pourrait, ah oui, oui, c'est très bonne idée. Ok, je mets à jour rapidement le PPT et comme ça, on le présente. Je préfère ça que quelqu'un qui lève la voix ou lève la main en pleine réunion pour dire, ah, j'ai une idée géniale qui vient de m'arriver. Voilà, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais du coup, ce n'est pas agaçant. Je pose la question parce qu'il y en a plusieurs qui, quand commencent un nouveau travail, n'osent pas poser les questions parce qu'ils ont peur de déranger ou ils ont peur de paraître, incompétents ou ignorants, en fait. Il y en a beaucoup qui se retiennent de poser les questions parce qu'ils se disent: «Si je pose trop des questions, enfin, il m'a peut-être expliqué ça juste avant, est-ce que j'ai le droit de poser une question ou pas?» Il y en a beaucoup et malheureusement qui font beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas posé les questions. Donc est-ce que c'est légitime de poser les questions quand on vient de commencer? Ben oui, bien sûr. Bah, je pense que pour l'employeur, il doit, un employeur sérieux doit savoir que bah, le collaborateur que je vais avoir, pas forcément me poser des questions. C'est sûr que faire du contrôle de gestion chez Orange et faire du contrôle de gestion chez Green Yellow, qui est une boîte qui évolue dans le domaine de l'énergie. Quand je dis Green Yellow, je pense que la plupart des personnes connectées peut-être ne connaissent pas. Donc, chez Green Yellow, par exemple, le contrôle de gestion, c'est hyper poussé, c'est vraiment très, très complexe. Moi, j'ai eu à faire une mission chez Green Yellow. Et quand on regarde un contrôleur de gestion chez Green Yellow et un contrôleur de gestion chez Orange, où je suis intervenu, c'est vraiment pas la même chose. Donc, on ne peut pas dire que tu viens d'arriver comme tu as fait de la comptabilité dans telle boîte, donc tu es forcément efficace dans telle boîte. Il y a des spécificités en fonction du secteur d'activité, en fonction de l'activité, je vais dire, de l'entreprise. Et donc, c'est tout à fait légitime pour un collaborateur de poser des questions. Au contraire, s'il ne pose pas des questions, on va lui en tenir rigueur. Donc, ne te cache pas, s'il y a une personne qui est concernée, ne te cache pas derrière ton attitude ou tes habitudes pour dire, en fait, moi, je suis quelqu'un d'introverti, donc je ne veux pas poser de questions. Non, je pense qu'au contraire, ça va jouer en ta défaveur. Il faut poser des questions, comme ça, demain, on ne pourra pas dire que tu n'as pas posé la question. Mais par contre, si tu fais comme si bah, tu ne poses pas de questions et tu fais comme si tu as tout compris, là c'est grave parce qu'après, quand on avance, on n'aimerait pas revenir sur des sujets. Voilà. Pour nous, c'était évident, mais pendant 2 semaines, tu étais avec moi, pourquoi tu ne m'as pas demandé? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Mais pourquoi? Et parfois, comme on est introverti, on va considérer que le responsable, il est dur, mais c'est juste que nous, on n'a pas fait notre part. Notre part, c'est de poser les questions et la part de l'employeur, c'est de répondre aux questions parce que on est dans la phase justement de période d'essai, comme tu l'as dit. Donc, on voit est-ce qu'on match, est-ce que je sais qu'ils sont pédagogues, ils sont compréhensifs et tout ça, c'est important, oui. Mmh. Donc, un introverti, ne te cache pas. Dans tous les cas, moi, les introvertis, moi, je les sors de leur cookie. Donc, ça, il n'y a pas de. Mmh, c'est Je vais aller te chercher pour que tu répondes. mais alors ça, c'est lié à ton leadership malheureusement, tous les managers ne sont pas comme ça, malheureusement. Donc c'est vraiment à nous d'être proactifs finalement. Tout à OK, fait. Tout à fait. OK, Bah, c'est si je veux noté. le poste, je dois être proactif. Si je veux vraiment le poste, Mmh, je dois sortir de mes habitudes et dire, bah, en fait, il faut que je pose des questions. Si je ne pose pas des questions, bah, je me tire une balle dans le pied, quoi, malheureusement. mmh, mmh. Voilà. OK. OK, c'est clair. On va avancer sur la présence physique. Arriver le Ah. plus tôt au travail, voire le premier. Qu'est-ce que tu en penses? Arriver le plus tôt. Le plus tôt, en fait, on ne te juge pas sur ta performance, ta capacité à arriver tôt au travail, hein. On te juge sur ta capacité à arriver à l'heure. Donc, pour moi, arriver tôt et arriver à l'heure, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, quand un collaborateur arrive au cabinet, moi, je m'attends à ce qu'il soit là entre 9h et 9h30. Parce que on est en Île-de-France, il peut avoir X ou Y raison, le RER A, le RER D, peu importe. Donc, je sais que ça peut arriver que tu arrives avec, voilà, tu ne seras pas là à 9h00, il n'y a pas de problème. Donc, si tu es là tous les jours à 8h30, bah, tant mieux pour toi. Voilà. Je vais dire tant mieux pour toi. Je ne vais pas dire, ah, mais c'est un collaborateur mais exceptionnel, il est toujours là. Non. Par contre, si tu viens, si tous les jours, moi, je suis là à 9h, je te vois débarquer 9h45 le lendemain, 10h. Après, tu reviens 9h50. Après, tu me reviens 11h30. Bah, ok, très bien, toi. Toi, on va discuter pour comprendre est-ce qu'on a la même ligne, on a les mêmes lignes de métro et de RER en Île-de-France, quoi. C'est important. On se dit les choses. Arriver tôt. Bon, voilà. Très bien si tu le veux, mais surtout arriver à l'heure, c'est ça pour moi le plus important.
D'accord. Ah, moi, je Ouais. pensais. Dites-moi dans le chat si j'étais la seule à le croire, parce qu'on a tous un collaborateur qui vient toujours le premier, mais vraiment, et on se demande même s'il dort pas là, quoi. Enfin, tellement il est à l'heure, il est tellement bien réglé, ou il dort pas la nuit, ou il a des insomnies, je ne sais pas. Mais je me suis toujours dit, j'ai toujours cru en fait que ce type de collaborateur enfin, marquait beaucoup de points justement par le fait d'être le premier à arriver. Ok, d'accord. Après, je peux dire que si je prends mon secteur d'activité, donc moi je suis dans un cabinet de conseil, euh, je peux te dire que dès que tu arrives, je te dis, ah, en fait, moi je m'attends à ce que tu sois là entre 9h et 9h30. Après, tu fais comme tu veux, mais il faut que tu sois là au plus tard à 9h30. Maintenant, si on a une opportunité, donc un appel d'offres, un AO qu'on doit traiter et qu'on a du retard ou voilà, pour X ou Y raison, j'ai besoin que tu sois là plus tôt, bah en fait, arriver tôt, là, a tout son sens. Moi, je vais convoquer tout le monde pour 8 heures. Moi, à 8 heures, je suis là. Bah, je m'attends à ce que tu sois là à 8 heures, quoi, parce que on a un retard sur un sujet bien spécifique, mais c'est quelque chose de ponctuel. Mais je ne Mm. m'attends pas à ce que tout le temps tu viennes à 8 heures, 8h30. Non, il n'y a pas D'accord. y a pas de raison. D'accord. Alors, on a une question de Sandra qui se demande, et dans l'inverse, est-ce que arriver tôt pour partir plus vite, est-ce que ça pose problème ou pas? Ça passe? Alors, arriver tôt pour partir plus vite, ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend. Je vais donner des exemples. Moi, dans mon cabinet, comment je suis au cabinet, arriver tôt pour partir plus vite, ça passe moyennement. Ça passe moyennement. Parce que tu passes pour le collaborateur qui compte les minutes, quoi. Moi, je connais les collaborateurs, on a différents types de profils, hein. Je suis embauché pour 5 heures. Donc, il compte même sa pause café. Il a fait 15 minutes, donc il rattrape 15 minutes. Voilà, en fait, il ne faut pas aller avec cette mentalité-là, Mm, quand on veut vraiment performer et se distinguer, c'est pas en comptant les minutes par-ci, par-là. Non, c'est pas ça. En fait, je ne me dis pas je viens à 8 heures pour partir à 16 heures, quoi. Parce que moi, dans mon cabinet, tu pars à 16 heures. Tu risques d'avoir une réflexion de Serge qui va te dire, tu as pris ton après-midi? Parce que, bah, en fait, parfois l'après-midi, on a besoin que tu sois à 100%, que tu performes et qu'à 18h, 18h30, tu partes. Donc, ne me dis pas que tu as. Moi, je suis arrivé depuis 8h, il n'y avait personne. Tu n'as envoyé. En fait, tu n'as rien fait. Tu es juste arrivé à 8h, juste parce que tu veux partir à 16h. On arrive tous à 9h30 et toi, tu vas me dire à 16h, je dois partir parce que je suis arrivé à 8h. Donc, ça passe moyennement. Ça dépend du secteur d'activité. Ça mm, dépend du mm, secteur d'activité. Après, moi, je suis en mission actuellement dans une boîte. Et dans cette boîte, je sais que les collaborateurs qui ne sont pas cadres, ils badgent quand ils arrivent. Donc, ils ont des minutes comptées et tout ça. Donc, certains, ils arrivent même parfois à 7h30. Et à 16h, moi, je les entends dire, bon, ben Serge, à demain. À demain. Je dis, bah, à demain. OK. Bon, voilà. Parce que là, c'est vraiment, ils ne sont pas cadres. Mais dès que tu es cadre, en fait, tu es au forfait jour, quoi. C'est la journée qui compte. Donc, moi, tes minutes, tu es arrivé à 6 heures, tu es arrivé à 5 heures, ça n'engage que toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le travail que je t'ai confié a été fait? Si j'ai besoin de toi à 17 heures, j'ai besoin de toi à 17 heures, il faut que tu sois là, quoi, tout simplement. Alors ça, c'est un discours qui va pas vraiment plaire aux Gen Z, hein. Ils sont très, très, Ah oui, très oui. sur les minutes. Alors, je fais mes 35 heures. On m'a embauché pour faire 35 heures. Je fais mes 35. Je pointe pour la journée. C'est fini, c'est bon. On me paye pas les heures supplémentaires. Je m'en vais. D'ailleurs, c'était ma question qui allait suivre. Est-ce que c'est mal vu de partir à l'heure, tout simplement? Il faut toujours que je monte. Je sais que peut-être en fonction de la culture d'entreprise, ça dépend. Mais est-ce que c'est vraiment mal vu en période d'essai de partir à l'heure? De partir à l'heure. Moi, je dis toujours il faut tenir compte. En fait, quand on intègre une entreprise, on intègre, je veux dire, je dirais pas une famille, mais on intègre une vision. Tu vois. On décide, moi, je ne conçois pas l'entreprise comme juste cette chose-là, cette entité qui nourrit ma famille, qui me nourrit. Je ne conçois pas la chose comme ça. Parce que ceux qui veulent partir à tout prix à l'heure ont cette conception de l'entreprise. Ils se disent, je suis arrivé à telle heure, il faut que je parte à tout prix à 17 heures, sinon ils abusent de moi, ils profitent de moi. En fait, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne mentalité à avoir quand on est dans l'entreprise. On peut partir à l'heure parce qu'on est dans une période dans l'entreprise où c'est une période, je prends par exemple une entreprise de vente de jouets. Je connais une entreprise de vente de jouets où j'ai eu à intervenir. Et on sait très bien que le mois de décembre,
c'est le mois où ils ont le pic d'activité. Donc, c'est Mmh. là où tout le monde va faire des courses. Donc, ils doivent à tout prix écouler le stock, tout ce qu'ils ont commandé toute l'année et tout ça. Et tu as un collaborateur, Monsieur Gaspard, qui décide, lui, d'être dans cette entreprise. Il est en période d'essai. Et comme il est tellement à cheval sur les horaires, on est en décembre, il est en comptabilité. On doit à tout prix Période de clôture. s'assurer que tout est correct. Et lui, il te dit, bah, je pars à 18 h. Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Ou je pars à 17 h. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Je sais que l'activité de mon entreprise, c'est cyclique. À un moment donné, il y a un pic d'activité. À un moment donné, il y a une baisse d'activité. Donc, si je veux partir à l'heure, ben, j'attends qu'il y a la baisse d'activité. À ce moment-là, aucun responsable ne va t'en tenir rigueur. Mais on est en pleine clôture. Moi, je connais des personnes. Moi, je suis responsable comptable chez Safran actuellement. Mais en fait, on est en pleine clôture. Tu as quelqu'un qui te dit à 17 h, en fait, je pars, alors qu'on a des écritures intégrées que les modules ferment à 19 h ou à 20 h. Non, mais en haut. La clôture, c'est la clôture, c'est 3 jours où ça va être assez short. Et après, je te laisse. Après, si tu pars à 15 h même, c'est pas mon problème. Mais il faut savoir à quel moment est-ce que je veux partir à l'heure. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut avoir Mmh comme mh. euh, état d'esprit. Mindset. Mmh. C'est Mindset, tellement exactement. important. Oui, c'est tellement important ce que tu dis de bien comprendre la vision de l'entreprise parce qu'effectivement, si on n'a pas envie de s'investir en se disant, «Je viens juste chercher, mon salaire tous les toutes les à chaque fin du mois», c'est sûr qu'on n'a pas envie de s'investir davantage. Tout OK, à c'est fait. intéressant. Tout dépend de comment est-ce que je perçois Mmh. mon travail. Si je Mmh. perçois mon travail comme juste ce qui me nourrit, bah en fait, j'y vais. Bon, en fait, je traîne les pas, voilà. Si je perçois ça comme ça uniquement, bah en fait, oui. Et on en a plein hein, dans les entreprises. On en a plein, 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 plein. Moi, je change d'entreprise à chaque fois dans le cadre de mes missions et je vois des collaborateurs. Tu sens que cette boîte, c'est juste vraiment pour se nourrir, quoi. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas la bonne approche à avoir. Mmh. OK. OK. Bon, on en reparlera parce que je pense qu'il y en a qui ont été tellement, désabusés que finalement ils voient le monde professionnel ainsi. Mais, ce sera pour un ce sera pour une autre thématique, je Ok, pense. très bien. Ok. OK, on avance, alors selon toi, c'est très français, je pense que ça ne je suis pas sûre que ça s'applique à tous les contextes, mais on a quelque chose qu'on appelle le café club. Est-ce que c'est Ah, le café club. La pause club. pause clope, la pause café, même si on ne fume pas, souvent on se sent contraint de descendre avec, les collaborateurs juste pour faire partie du groupe. Est-ce que c'est vraiment important de Ah le f oui. Pour moi, j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai une personne que dans mon entreprise, dans le cabinet où j'évolue, qui est musulman. Je l'apprécie énormément. Il est directeur, donc c'est un N+1 pour moi. Et lui, j'ai eu un échange avec lui qui m'a vraiment challengé. En fait, lui, quand il est au cabinet, parce qu'il est tout le temps en mission comme moi, mais quand on a la possibilité d'être au cabinet, il y a quelque chose qu'il m'a dit un jour qui m'a vraiment touché. J'ai déjà observé, mais en fait, il m'a dit, en fait, les connexions, c'est pour la vie. Tu vois, il dit, tu es dans une boîte, tu peux ne plus être dans cette boîte, mais en fait, il ne faut pas que ta relation, en tout cas, si tu arrives à connecter, parce qu'il y a des collègues et puis il y a des connexions. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Il y a des collègues, des personnes, même dans l'échange, ils vont chercher à limiter le cadre de ton échange pour que ça reste uniquement professionnel et à la tâche qui t'a assignée, point final. Ok, bon, ça c'est un collègue. Et il y a des personnes, tu ne vas pas peut-être connaître sa vie privée, il ne va pas connaître ta vie privée, mais il y a un feeling que vous avez créé à force de vous voir, à force d'échanger et tout ça. Et cette personne-là, c'est une connexion. Et il m'a dit, lui, quand il est dans une boîte, il cherche des connexions. Il cherche à identifier les connexions. Donc, il est musulman et chaque fois qu'on fait des after-work, des réunions managers, des séminaires à l'étranger et tout ça, on a la fâcheuse habitude de sortir une bouteille de champagne et de dire, allez, on va trinquer pour le chiffre d'affaires, on a fait plus 15%, on a fait plus ceci, ainsi de suite, on a une marge supérieure à l'année dernière, etc. Et donc, nous tous, on trinque. Et je le vois trinquer. Et je me dis, mais attends, mais ce gars, il est musulman. Mais en fait, un jour, il m'a dit, mais prête attention, Serge, tu n'as pas prêté attention. J'ai levé le verre, mais je n'ai pas bu. Parce que j'ai compris que lever le verre, là, c'est un signe d'intégration. J'ai dit, oh, mais c'est, waouh! J'ai dit, mais oh, mais ça, c'est fort, là, ce que tu me dis. Il dit, en fait, j'ai compris que ma présence à l'afterwork est un signe positif que je renvoie
à toute la direction pour dire que je partage la vision de management de l'entreprise. Donc, c'est pas parce que je suis musulman que on va sortir la bouteille. Excuse-moi, moi je bois pas. Désolé, hein, mais moi ces choses-là, loin de moi tout ça. Bah, ok, d'accord, très bien. Et j'en connais. Il y a des personnes. Ah non, mais je peux pas faire ci. Ah non, mais je peux pas faire ça. On ne demande pas de te dénaturer. On te demande juste de t'intégrer. Et donc, il prend la coupe de champagne, et après, il dépose la coupe de champagne, et il vient discuter avec moi. Un jour, il m'a dit, j'ai l'impression que toi aussi, tu as compris. J'ai dit, oui, j'ai compris, j'ai compris. On a un langage entre nous qu'on appelle le game. Le game, pour ceux qui ont regardé le film La Matrix, si vous avez regardé le film La Matrix, à un moment donné, Keanu Reeves, il branche quelque chose à la tête. Donc, dans la vraie vie, tout est détruit et tout ça, et il se branche à une machine, et tout d'un coup, il apparaît dans un autre monde où tout est bien, il est en veste, il est en costume. Et en fait, avec Red One, on a défini le monde de l'entreprise comme le game. C'est-à-dire que dès que je franchis le tourniquet du bâtiment, du cabinet, je considère que je rentre dans la Matrix. Et donc, je suis rentré dans un autre univers, et il faut que j'apprenne à connaître les codes, la culture, la manière de faire, et je prends ce qui est en adéquation avec mes valeurs, mais je ne rejette pas ce qui n'est pas en adéquation. En fait, je ne rejette pas les autres. Je vois et je ne commente pas, je ne dis rien, mais au moins, je suis intégré dans l'entreprise. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font, malheureusement. Alors que Waouh, c'est un facteur c'est d'intégration. fort. Réagissez, pardon, réagissez parce que c'était trop fort ce qu'on vient d'apprendre là, vraiment. La Matrix, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique au quotidien. Dès que vous rentrez dans l'entreprise, est-ce que vous badgez, vous rentrez dans la Matrix, vous changez de manière de fonctionner au quotidien? Parce que finalement, vous êtes dans un environnement qui vous demande de vous plier à certaines règles. Donc, dès qu'on rentre dans la matrice, on fonctionne avec les codes de la Matrix. J'aime beaucoup. Je pense que ça, on va garder ça. Chez les Tiara Pro. Et ça me permet de continuer, donc du coup, vu qu'on parlait de valeurs, je pense que c'est une bonne transition. Est-ce qu'on doit parler finalement de quoi est-ce qu'on a le droit de parler? Est-ce qu'on doit rester vague sur nos valeurs, notamment, on va les faire step by step, nos convictions religieuses, par exemple, qu'on soit musulman, chrétien, est-ce qu'on a le droit d'en parler dès qu'on vient d'arriver dans l'entreprise? Est-ce que je peux afficher ma grosse croix en disant, OK, moi c'est Jésus, ne m'invitez pas à vos sorties. Enfin, vraiment, est-ce que dès le départ, on doit afficher nos convictions ou est-ce qu'on le garde pour plus tard? Comment est-ce qu'on le montre? Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, moi, mon approche, elle est spéciale, hein. Mon approche, c'est celle-ci. Moi, je crois que ce en quoi tu crois doit être visible dans ta manière d'être. Donc, je ne vais pas proclamer sur tous les toits que je suis musulman ou je suis chrétien, mais il faut que ça se voit dans ma manière d'être. Donc, je m'explique. Je prends mon collègue, le directeur Edouane, que j'aime beaucoup, hein, parce que c'est mon collègue de tous les jours. Lui et moi, on s'entend très bien. Et par exemple, on va aller manger, on fait des after-work et on nous envoie des planches. Vous voyez, des planches avec de la charcuterie et tout ça. Et Redouane, il va être présent, mais il ne va pas manger le porc. Mais il va pas dire, ah ouais, bah, il n'y a que du porc. Ah bah vous savez, moi, c'est pas halal le porc, donc du coup, je ne veux pas manger. Non, 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 il va pas s'afficher, il va juste ne pas manger. Dans tous les cas, quand tu viens à l'entreprise, tu n'es pas là. En fait, tu vas pas passer dans cet after work ou dans cette soirée ou dans ce moment-là, tu ne vas pas passer ta vie entière là, en fait. Tu es là juste pour un instant. Donc, si tu n'as pas mangé là, tu vas manger chez toi à la maison. Donc, pourquoi en faire toute une histoire, en fait? Pour moi, il faut que ce en quoi tu crois doit être visible dans ta manière d'être, dans ta manière de fonctionner. Il faut que, je te racontais en privé, d'ailleurs, Inès, une anecdote, un collègue qui, je vous raconte, c'est dommage, il n'a pas pu se connecter, je lui avais demandé d'être présent. Mais il a un impératif. Un collègue qui a eu une rupture amoureuse. Et, euh, et c'est quelqu'un de très sérieux, très carré, tout ce que tu veux. Et en fait, à un moment donné, on était donc au cabinet et tout le monde, comme le cabinet est très focus sur on a des trucs à faire, on a des dossiers à faire et tout ça. Moi, je bossais avec lui et j'ai senti qu'il n'est pas là, il est totalement absent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en pause ce que je faisais et j'ai eu à échanger avec lui. Donc, on a parlé tranquillement. Pendant presque 45 minutes, il a pleuré, voilà, il a évacué.
Et le soir, bon, ça n'allait toujours pas. Et en fin de journée, je lui ai proposé de venir à la maison. Et il est venu, on a passé du temps ensemble et tout et tout. Et c'est bien plus tard qu'il y a quelques mois, que même pas quelques mois, il y a 3 mois environ, que, il a découvert mon implication dans ma conviction religieuse. Et il a dit, mais je comprends maintenant pourquoi toi tu es différent des autres. Je comprends maintenant pourquoi quand j'avais eu la problématique, c'est toi seul qui est venu me voir et qui a parlé. Je comprends maintenant tout ça. Je dis, ah bah écoute, j'ai pas eu besoin de le dire. C'est juste que il a découvert par lui-même et tout de suite s'est dit, ah ok, je comprends pourquoi est-ce qu'il est différent celui-là. Il ne me laisse pas dans ma galère, dans mon coin, voilà, mais vraiment il se soucie au-delà même de ce que je fais. Et en fait, pour moi, c'est ça. Il faut en parler par sa manière d'être, mais pas en parler pour que ça devienne une problématique pour la boîte, quoi. Mmh, Voilà. mmh, 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 mmh. Mais est-ce que du coup, il y a, enfin, toi, tu as rencontré déjà des cas où ça a été une problématique, des personnes qui se sont tellement affichées que ça leur a porté préjudice? Bah oui. On veut savoir. Je connais une personne qui n'a pas été sage, une jeune demoiselle, d'ailleurs, qui a liké le post de Tiara Pro, donc peut-être elle est connectée. Et cette jeune demoiselle, elle disait que elle est, donc elle a une conviction religieuse, hein, sans donner la conviction. Et elle disait, donc on était en pleine pause café. Et ils sont descendus, donc c'est des collaborateurs dans mon équipe, et ils sont descendus aller discuter. Et après, je la vois remonter toute seule, mais avec le visage, la mine renfermée. Ok, bon, je fais autre chose et tout ça. Et après, les collègues avec qui elle travaillait sont venus me dire, mais en fait, elle, on n'en peut plus, quoi. C'est pas possible. On n'en peut plus. Je dis, ok, très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, non, mais en fait, t'as l'impression que c'est Mère Teresa, quoi. On peut pas lui parler. On est en train de. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que je veux comprendre. Puisque la décision de la garder ou pas, quelque part, on va me poser la question. Et en fait, ils m'ont expliqué que ils étaient en train d'échanger, on était en pleine période d'évaluation, et elle avait eu bon, des évaluations qui n'étaient pas forcément positives et d'autres qui étaient positives. Et les collaborateurs avec qui elle discutait, ils étaient dans le cabinet depuis bien longtemps. Donc, ils connaissaient un peu les managers qui sont plus stricts que d'autres. Et ils ont commencé à casser du sucre. Ah ouais, non, mais celui-là, non, mais laisse tomber. Si tu as travaillé avec lui, non, mais c'est foutu. T'inquiète pas, lui, il va te casser comme pas possible. Elle a dit, ah non, moi, je ne supporte pas les critiques. Alors là, pas du tout. Donc si c'est pour continuer à parler comme ça, ben moi, je m'en vais. En fait, tu peux ne pas supporter la critique. Il n'y a pas de problème. On ne va pas t'en tenir rigueur. Mais lève-toi tranquillement. Écoutez, excusez-moi, j'ai un truc à terminer. Et elle part. Mais en fait, elle leur a fait une leçon de morale, remonter les bretelles. Et elle a fait à plusieurs reprises avec plusieurs collaborateurs du même grade qu'elle. En fait, finalement, à 80%, ils n'ont pas voulu la garder. Et moi, je fonctionne avec l'ambiance, le cadre professionnel. Donc, et en plus, ces évaluations n'étaient pas. Voilà, donc bon, finalement, on ne l'a pas gardé. Ça a joué contre elle, malheureusement. Mmh. Ça a joué contre Mmh, elle. mmh, Donc, mmh, elle le sait, on en a parlé en off. Après, je lui ai dit, écoute, je comprends ta foi, je comprends ta position, mais en fait, il y a aussi la sagesse qui accompagne ta foi. Il faut savoir faire comprendre aux autres que. Je dis, moi, est-ce que tu m'as vu dans cette discussion? Elle dit, non. Je dis, ben voilà. Mais en fait, je ne suis pas dans cette discussion, mais je sais comment le faire. Ah ouais, je n'ai pas terminé telle chose. Ah, je dois envoyer un mail. Ah, il y a ci à faire. Et puis, je pars. Pas besoin de faire comprendre aux gens que bah, moi, je suis sain et vous, vous êtes. Voilà, vous êtes en enfer, quoi, pour être cash, voilà. Donc, oui, il le faut. fait Je à connais une message. collaboratrice, ça a joué contre elle, malheureusement. Ouais. D'accord. OK, je vois je lis les questions dans le chat et il y a une question autour du jeûne. Je suis obligée de préciser que À qui effectivement. jeune? Oui, comment est-ce qu'on fait quand on est en période de jeûne? Je pense quand même c'est important de préciser que, c'est vraiment, je pense, des questions qu'on se pose beaucoup en Europe et que si on est, en Afrique, le contexte, c'est que les personnes sont beaucoup plus tolérantes vis-à-vis des religions, des différentes religions. On comprend, que les personnes ont besoin de se retirer. Donc je le dis surtout pour les personnes qui sont en Afrique et qui comprennent pas ce type de questions. Je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'en France, lieu où je me trouve actuellement, on est beaucoup moins tolérant vu que c'est une société laïque.
sur ces choses-là, sur ces aspects-là, contrairement à un pays, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, contrairement à un pays d'Afrique où bon, les gens ont différents, on a l'habitude en fait de voir les gens jeûner et se retirer pour différentes raisons. Donc pour remettre dans le contexte donc français, comment est-ce que tu gères ta pause de midi quand tu es en période de jeûne et que tu es en période d'essai? Parce que la question c'est vraiment en période d'essai. Parce qu'au quotidien, chacun a sa manière de gérer finalement, mais en période d'essai, comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a une personne qui m'a posé la question, dans le cadre professionnel même, qui m'a posé la question en disant, ah, c'est délicat. Et en fait, elle m'a posé la question pourquoi? Parce qu'on était en pleine période de jeûne, donc dans l'église, et on fréquente la même église. Moi, je ne la connais pas. Et je ne la connais pas du tout, je ne l'avais jamais vue. Et elle n'est pas dans mon cabinet. Et moi, j'étais en clientèle, on est en pleine période de jeûne. Et moi, j'avais un déjeuner client très important. Et donc, moi, je pars au déjeuner client. Et je vais dans le resto et elle travaille dans ce resto. Et donc, quand elle me voit arriver, je vois sur le visage de la personne qu'elle me reconnaît, mais moi, je ne vois pas qui c'est. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, très bien. Et donc, c'est elle qui passe la commande, donc qui vient, vous prenez quoi, vous prenez quoi, et c'est ça. Et en fait, je voyais dans le regard que la jeune demoiselle me reconnaît et sait qu'on est en période de jeûne. Mais on est en période de jeûne, mais il est au resto. Il y a un truc qui ne matche pas dans cette histoire. Le jugement! Je pense qu'il y a un Question truc de qui ne jugement. cadre pas. Et donc, en pleine discussion avec mes collègues, après, je m'éclipse et je la vois dans un endroit et je m'éclipse et je vais la voir. Je dis bonjour, on se connaît. Elle me dit bonjour et puis elle m'appelle et puis je dis oh. Elle dit, mais je vous connais, mais en fait, mais on est en jeune. D'ailleurs, je me posais même la question, surtout que je suis dans le domaine de la restauration. Je me demandais mais comment je dois faire et tout ça. Il faudrait qu'on en parle. Et nanani. Et du coup, je lui ai donné un de mes numéros et elle m'a appelé en fin de journée. On en a discuté. En fait, moi, j'ai la conviction, je crois que le Seigneur ouvre des portes. Il ouvre des portes et il s'attend à ce que tu brilles dans toutes ces portes-là. Donc, on est dans une période de jeûne et prière ou dans une période de jeûne et de supplication. Et il faut distinguer le jeûne de ta supplication. Donc, c'est pas parce que j'ai mangé exceptionnellement dans ce cadre-là que ça veut dire que je ne me prive pas d'autre chose ailleurs ou que je ne vais pas avoir un cycle de jeûne qui compense en quelque sorte le repas que j'ai pris. Je m'explique pour que ce soit clair pour tout le monde. On va te dire que le jeûne, c'est peut-être de 6 heures à 18 heures, mais j'ai mangé à midi. Mais moi, j'ai peut-être pas pris de petit-déj et je ne vais peut-être pas dîner et je vais reprendre mon cycle à partir du lendemain. Je me suis privé et j'ai pris le temps de parler à Dieu pour dire, voilà, Seigneur, voilà l'opportunité professionnelle, voilà ce qui se présente à moi, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Et je suis en paix, je suis en paix et je sais que le Seigneur comprend. Ça, c'est dans le cadre hors professionnel. Mais pour répondre à la personne qui n'a pas un déjeuner professionnel et qui a toujours ses collègues qui viennent te dire, alors, on va déjeuner? Et si tu es dans une période de 12 jours ou de 21 jours, tu vas pas 21 fois empêcher les personnes de t'inviter. Bah, en fait, tu peux soit en parler de manière libre, mais bon, après, au déjeuner, entre eux, ils vont en discuter, hein, sache qu'ils vont en parler. C'est Ça, toujours c'est ça. sûr. Soit tu peux être sage en te disant, bah, je vais faire un jeûne aux fruits. Je pense que ton église locale ne t'interdira pas de faire un jeûne aux fruits. Et de dire, ah non, finalement, bah, moi, je suis un petit programme minceur. Je connais quelqu'un qui l'a fait et ça a très bien marché. Moi, je suis un programme minceur, donc je fais un jeûne aux fruits actuellement. Et même cette collègue en question, c'est une collègue qui fréquente la même église que moi, et on l'appelait Madame Fruit pendant un moment au cabinet. Parce que quand il descendait, il disait, ah ouais, toi, tu es encore avec tes fruits là, tu vois. Il y a une autre personne qui m'a donné une autre stratégie qui dit, moi, je fais un jeûne intermittent. Donc, je mange de telle heure à telle heure, de sorte à ce que midi ne soit pas dedans. Donc, il à la personne en disant, bah, en fait, moi, je fais un jeûne intermittent et je ne mange pas à telle heure. Voilà. Mais après, c'est à toi de trouver la bonne formule sans être dans le mensonge et en étant en adéquation avec ta foi.
Super, super. Je pense que ça a aidé plus d'un. N'hésitez pas à réagir, vraiment. Je pense que ça a aidé plus d'une personne ici connectée. Et Nora dit que, il y a certains qui vont dire que tu as va. Non, bah, mais non, mais non, 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 non. Mais si je peux donner un conseil, si tu es dans une période d'essai, de démarrage et que tu es dans un jeûne et prière, euh, soit dans un jeûne, soit dans une période de supplication et mange avec tes collègues. Ça, c'est un conseil que je te donne. C'est un facteur d'intégration qui est puissant. Ça te permet d'échanger, de discuter avec tes collaborateurs, les collègues avec qui tu vas travailler. Le jeûne et prière, il est cyclique. Quel que soit, si tu es à l'église ou que tu sois musulman ou chrétien, le jeûne, il est cyclique. Le ramadan, il est cyclique. Le jeûne à l'église, il est cyclique. Donc, tôt ou tard, il y aura un autre jeûne. Donc, ce n'est pas parce que cette période spécifique, tu ne l'as pas fait, parce que tu es dans ta période d'essai, que ça veut dire que tu n'es pas un bon enfant de Dieu. Pas du tout. Super, ok. Merci beaucoup Serge, vraiment, merci pour ces pépites. Je pense que on est plusieurs à avoir pris note, notamment le jeûne intermittent, là, j'y avais jamais pensé, pour que midi ne tombe jamais dans les créneaux pour manger. Ça, c'est pas mal. Ok, on va avancer. Maintenant, on va passer plutôt sur les soft skills. Bon, soft skills et aussi un peu de relationnel, parce qu'on sait que les collègues aiment manger. Est-ce que, selon toi, ce serait un bon tips d'offrir le petit déjeuner? Ah oui. Oui, dans la mesure de tes moyens. Faut pas que tu te dises que c'est une contrainte. Faut pas te dire, ah ouais, bah parce que j'ai participé au live de Tiara Pro, donc je dois allouer un budget spécial, petit déjeuner du lundi au vendredi. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que si tu le fais de manière ponctuelle, c'est un geste qui est très apprécié. Moi, je sais que quand j'arrive le matin et que j'ai une personne dans mon équipe qui a apporté le petit déj, direct, je me dis, ah, en fait, naturellement, même quand on a quelqu'un qui passe dans la staff, dans le bureau, et qui dit, ah, mais ici, vous avez des croissants, je peux prendre des chouquettes, et puis tout de suite, la personne se sert. En fait, ça fait plaisir. Comme Hmm. cette réaction positive que les gens ont, ça fait toujours plaisir de faire ressentir cela. Et pour toi, c'est des points positifs que tu gagnes. Donc, si tu peux offrir un petit déj, bon, voilà, tant mieux, fais-le. C'est toujours Hmm. positif. Ok, ok, ok. Connaître le prénom de ses collègues et aller dire bonjour à tout le monde à son bureau. Alors, ce n'est pas facile pour tout le monde. Les introvertis, ils veulent venir. J'ai cru voir dans le chat une Malika qui disait qu'elle aime bien rester dans son coin. Bah, en fait, non, en fait, il faut se faire violence et prendre le temps de saluer les personnes. Ça crée de la connexion. Vous voyez, je regardais quelque chose sur, je sais pas si c'est sur YouTube ou si c'est sur Instagram, je ne me rappelle plus. Mais en fait, on montre deux personnes qui habitent dans dans le même quartier ou dans la même ville. Et c'est deux hommes qui se croisent tous les matins. Et au départ, ils se dépassent. Et le deuxième jour, ils se voient, bonjour. Le troisième jour, bonjour. Et quatrième jour, ils commencent à se serrer la main. Le cinquième jour, ils commencent à dire, ah, mais vous habitez dans le quartier? Et le sixième jour, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, cette image-là m'a fait comprendre que, en fait, le simple bonjour a créé une connexion entre les deux personnes. Et cette connexion-là finit par devenir solide et à créer du lien entre les deux personnes qui se rencontraient juste dans ce cadre-là, dans leur quartier. Bon, à plus forte raison dans le cadre professionnel. J'arrive le matin, je dis bonjour à tout le monde. Pour moi, pour moi, personnellement, c'est le minimum, quoi. Aller dire bonjour à tout le monde, c'est, voilà, pour moi, tu viens, tu dis bonjour, je reste pas dans mon coin, je dis pas, bah, en fait, ils n'ont qu'à venir me dire bonjour, eux. C'est toi qui es en période d'essai. Même j'ai trop peur de me faire remarquer, j'ai trop peur de me faire rejeter. Est-ce qu'ils vont bien le prendre si je dis bonjour? Alors, il faut pas que tu te dises que j'ai dit bonjour. Alors, oui, je veux parler à quelqu'un qui, quand il va dire bonjour et que la personne ne va pas lui répondre, faut pas qu'il dise ah oui, en fait, comme lui, hier, je lui ai dit bonjour, il m'a pas dit bonjour, donc je ne lui dis plus bonjour le matin. Lui, j'arrive pas jusqu'à son bureau pour lui dire bonjour. Non, en fait, toi, tu dois faire ta part. Ta part, tu ramènes ta part de bonne humeur, ta part de, c'est toi qui viens, tu dis bonjour, 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 et tu ne t'attends pas à des bonjours en retour. Toi, tu as fait ta part. On ne dira pas que cette personne-là n'est pas aimable. On ne dira pas que cette personne-là n'est pas agréable. On dira de toi, quand on parlera de toi, on va dire, ah, cette personne-là, elle est très bien. Cette personne, Mm. ah, quand elle vient le matin, ah oui, oui, elle vient elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps pimpante, elle est tout le temps joyeuse. Voilà, c'est toujours du positif, toujours du positif.
Mmh, 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 mmh. OK, OK, très bien. D'autant plus que j'ai vu une stat, Serge, qui disait que, 50 des personnes trouvent en général leur prochain job à partir de leur réseau, que ce soit un réseau, personnel ou que ce soit un réseau professionnel. Donc c'est ô combien important de d'avoir toujours à l'idée, à l'esprit que il faut maximiser, il faut vraiment consolider son réseau en permanence, peu importe le lieu où on se trouve, il faut toujours et toujours réseauter. Et donc ça permet d'être bien vu et de s'intégrer parce qu'il y a quelqu'un qui demande, dans les commentaires. Donc tous nos points, tout ce dont on est en train de parler, ce sont des stratégies d'intégration, hein. On est en train de Oui, voir c'est Naomi qui l'a dit. Moi, je veux rebondir sur Malika qui dit les gens aiment trop parler au travail et qu'elle elle n'aime pas ça. Malika, désolé pour toi, mais ça fait partie de la matrix, tu vois. Quand tu as franchi la barrière de ton entreprise et que tu es rentré, en fait, tu dois échanger avec les personnes. Tu dois parler. Sinon, sinon, on va créer on va créer des boîtes où on reste seulement à la maison et puis voilà, c'est terminé. Donc, c'est aussi ça, aller à la rencontre de mon prochain, de mon collègue, et puis d'apprendre à parler avec lui. Je ne dis pas de devenir le meilleur pote du monde, c'est pas ce que je dis. Je dis juste de faire ma part, être agréable, une personne qui sourit, une personne qui dit bonjour. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Surtout si tu es en période d'essai, ça, c'est plus que la base. vraiment. OK et ça permet de rebondir aussi sur un autre, skills qu'on a pu observer. Vous savez à le quand on revient de week-end ou, oui, en général, quand on revient de week-end, le lundi matin, Ah. au petit déjeuner, au café du lundi, il y a la question fatidique: «Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» Ouais. Alors ma question c'est, est-ce qu'on doit toujours avoir quelque chose à faire le week-end? Parce que c'est alors je sais pas si c'est très French, je crois que c'est très français en tout cas, cette question de: «Qu'est-ce que tu as fait ce week-end?» Bon, qu'est-ce qu'on répond concrètement? Est-ce qu'on est toujours obligé de répondre ou est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'on n'a rien fait le week-end? Alors, en fait, c'est très français parce que moi, j'ai travaillé en Afrique. J'ai travaillé en Afrique avant de venir ici. Et en fait, c'est beaucoup français, hein, je dirais. C'est beaucoup français. Parce qu'en Afrique, dans tous les cas, ça va venir naturellement, la question. Mais ici, c'est vrai qu'à toutes les pauses, lundi ou mardi, ça, c'est la question à ne pas... à midi, va direct. Alors, t'as fait quoi ce week-end? Bon, et moi, je pense que j'ai été libéré de la réponse parfaite à donner à chaque fois. Parce que quand tu es de la diaspora, généralement, on n'a pas l'habitude de faire des activités exceptionnelles. Parfois, c'est les personnes qui sont d'origine africaine ou caribéenne, soit c'est l'église, soit c'est des courses. Voilà. Et généralement, c'est ça. Ou ils sont à la maison et point final. Voilà. On va pas te dire, ah, Pas j'ai fait trop le de week-end, hobbies, j'étais en c'est vrai. Bretagne, j'ai fait ci, on a fait un peu de randonnée. Il y en a très peu qui le font. Il y en a très peu. Si tu le fais, gloire à Dieu pour ta vie, tu vois. Mais c'est pas ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment libéré de cette question et de ce fardeau, c'est qu'un jour, à midi, alors que j'étais en train de chercher, je savais que la question allait arriver. Je savais qu'on allait me poser la question. Et il y a un collègue qui a dit, bah, en fait, j'ai fait du jardinage. J'ai dit, on peut répondre aussi simplement. Et on peut répondre simplement. Et moi, à chaque fois, je me tords, je cherche, mais qu'est-ce que je vais dire encore? Ah ouais, mais j'ai fait quoi ce week-end? Ah ben, je suis allé voir mon père. Ouais, oui, tu l'as vu, mais bon, ok. Et j'ai fait quoi encore? En fait, et à chaque fois, je réfléchissais. Ben, en fait, il faut dire simplement ce qu'on a fait. Ah bah en fait, ce week-end, non, ben, j'ai fait les courses, hein. C'était les courses, un peu de rangement, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de créer forcément, être dans l'imaginaire. Je sais que la plupart des personnes cherchent à avoir le scénario, le script parfait pour cette question. Mais en fait, tu dis tout simplement, tu n'es pas obligé d'allouer un budget week-end parce que lundi, on va te poser la question, quoi. Non, faut être authentique. Tu dis ce que tu as fait et puis voilà. Moi, quand j'ai mon OK. collègue qui m'a dit j'ai fait du jardinage, je dis, bah d'accord, nous tous, on va faire du jardinage alors. Tous les lundis, j'ai fait du jardinage et c'est terminé. Non, faut J'avais un pas. ami qui répondait ça, hein. J'avais un ami qui répondait: «Oh bah, écoutez, j'ai cultivé mes tomates, ce week-end, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est tout. J'ai fait ma lessive», Il y a certains vraiment. qui te disent, en fait, j'ai regardé une série. Et en fait, toi, tu te dis, est-ce que c'est forcément une bonne réponse? Mais lui, il a été authentique, il a été vrai, il a regardé une série, il a dit. C'est toi, tu te poses plein de questions, quoi. Non. Tu as regardé une série, tu as regardé une série, tu as fait ça, tu es allé voir des amis, voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se créer un script parfait, quoi.
OK, OK, d'accord. En tout cas, je vois que cette question, plusieurs se la sont posées parce que je vois les commentaires, «Tu as fait quoi cet été?» «Tu as fait quoi ce week-end?» Oui, cet été aussi, ça revient beaucoup, q alors les vacances, tu es parti? Si bien que certaines personnes n'osent même pas dire qu'elles sont pas parties en vacances, c'est vraiment alors c'est vraiment dans la culture. Je le dis pour que les personnes qui ne sont pas en France, puissent bien comprendre que c'est quelque chose de très culturel. Très, très culturel. On a vraiment affaire à ça, nous ici. Donc il faut qu'on réfléchisse des fois à des stratégies, et toujours avoir une petite anecdote à raconter le midi, à la pause, au Oui, bon, déjeuner. après l'anecdote, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai appris avec les personnes, les caucasiens, j'ai appris qu'en fait, l'anecdote, c'est quelque chose de la vie de tous les jours. Moi, ah ben, ma fille ce week-end, mais je te dis pas ce qu'elle m'a fait. Elle a écrit sur les murs. Rien que ça, c'est la discussion du midi, hein. Ah ben, les enfants d'aujourd'hui, machin, et c'est parti. Donc, en fait, faut être simple. Je veux rebondir sur une intervention de Dominique dans le chat qui dit, quand tu ne dis rien, on dirait que tu n'es pas intéressant, voire pas intégré. En fait, il ne faut pas rien dire. Parce que oui, là, tu t'exclus. Il faut parler. Faut pas, on ne te dit pas de faire l'intéressant, créer un scénario, mais il ne faut pas non plus, chaque fois qu'on pose la question, tu as fait quoi? Bah rien. Comme tu coupes court à la discussion, bon là, toi seul, tu te renfermes et tu te mets dans ta bulle. Et ça, il faut éviter. Il faut juste parler simplement. Tu as fait quoi? Bah ouais, comme la semaine dernière, hein, j'étais un peu à la maison, ouais, j'ai fait des courses. Franchement, et puis tu peux projeter, c'est-à-dire que dire, bah, en fait, là, avec la reprise, j'ai beaucoup dépensé cet été, donc j'attends décembre pour pouvoir faire mon prochain voyage. Point. C'est terminé. Et y a pas de, y a pas de sujet, mais au moins avoir quelque chose à dire, quoi. Si tu dis rien du tout, là, tu t'exclus tout simplement. Et est-ce que c'est pas aussi l'occasion de dire que, c'est peut-être aussi, une perche qu'on nous lance pour nous demander de faire plus d'activités, de s'intéresser à des nouvelles choses, de faire des choses intéressantes tout simplement? Parce que c'est bien d'avoir des choses à raconter quand même, d'avoir fait des choses le week-end. Enfin, c'est je le dis parce que là, on s'adresse vraiment, à la communauté. C'est vraiment de faire des choses pour s'ouvrir aussi, l'esprit, de se développer, découvrir de nouveaux hobbies. C'est aussi à ça que sert le week-end. Bah, tout comme on a dit, c'est très francophone, très français de poser la question, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Bah, je pense que c'est très africain et des Caraïbes de ne pas faire aussi beaucoup de choses le week-end. Donc, c'est effectivement, c'est une perche qui est tendue. C'est apprendre à s'ouvrir, apprendre à aller découvrir une ville, parfois pas faire quelque chose d'exceptionnel, prendre la voiture et aller à 1 heure de Paris, aller voir un lac qui est dans tel coin et puis rentrer. Voilà, c'est une activité. Ça permet toi aussi de découvrir les beautés du pays dans lequel tu te trouves. Donc nous, en l'occurrence, la France, ça fait toujours du bien. Toujours être enfermé, avoir la flemme, ouais, bon, finalement, je vais rester à la maison. Bah, en fait, on découvre pas, on n'est pas ouvert, c'est pas Mmh. très intéressant, quoi. On n'a Mmh, pas mmh, beaucoup, mmh, on mmh. n'apprend pas des codes. La meilleure manière, c'est de connaître les codes de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu es en France, donc apprends à connaître les codes de la France. Apprends à connaître le sens de l'humour français. Apprends à connaître les types de blagues qu'ils font. Apprends à connaître. Regarde, tu as regardé les vidéos de Gad Elmaleh, de regarder un comédien qui s'appelle Fari. Apprends à connaître un peu comment ça fonctionne, comment est-ce que ça se passe. Ne cherche pas à dire, en fait, moi, je viens de tel pays. En fait, c'est à eux de s'adapter. Ah ben, dans ce cas, va dans ton pays et quand ils vont venir dans ton pays, ils vont s'adapter à ta manière de faire. Ben, tant que tu es ici, il faut apprendre toi aussi à t'adapter à leur manière de faire. Ne les oblige pas à connaître, à fonctionner selon tes codes. C'est toi qui dois d'abord connaître les codes et après, maintenant, petit à petit, les choses vont se faire, quoi. OK, OK. C'est tellement, tellement important parce que encore une fois, je rappelle la vision des Tiara Pro. Nous sommes là pour décoder le monde professionnel, pour expliquer comment contourner un système qui malheureusement n'est pas fait pour nous. Donc là, on apprend à
on rentre dans la matrix, comme il a dit Serge, on rentre dans la matrix. Donc l'idée, c'est d'avoir tous les tips qui nous permettent de bien fonctionner dans la matrix, non pas à rester dans nos habitudes, tout ce qu'on sait faire. Non, là, on se déconnecte et on sait qu'on rentre parce qu'on a un objectif clair qui est d'aller briller dans l'environnement dans lequel on a été positionné. Donc vraiment, gardons vraiment ça à l'esprit. On prend cette dernière question. Si ton week-end, c'était une veillée de prière, évangélisation, culte, euh, que peut-on dire? Que peut-on Oui, dire? oui, oui. Non, mais en fait, après, je ne suis pas obligé de dire, ah oui, en fait, j'ai eu une veillée de prière, on a adoré le Seigneur Jésus, on a adoré Dieu. Et après, le lendemain, en fait, je suis allé en séance d'évangélisation, j'ai prêché la parole. Et puis après, j'ai eu un culte puissant. Non, en fait, on n'est pas obligé de dire ça, en fait. J'ai eu une soirée avec plusieurs personnes. Si la personne insiste, bah, en fait, c'était une veillée à thématique, on a parlé. Et tout. En fait, n'oublions pas que, comme je dis, on est dans une matrix, d'accord? Donc, il y a un langage qui est très chrétien, en fait, très religieux d'une manière générale, que ce soit chrétien ou musulman. Et en fait, parfois, quand on est tellement imprégné de là où on se trouve, on n'arrive pas à tenir des propos. Moi, je connais plein de personnes qui fonctionnent dans le milieu de l'Église, qui ne savent pas tenir une discussion sans forcément sortir, ah, gloire à Dieu, ah, alléluia. Ah non, mais vraiment, laisse-toi conduire par l'esprit. Ou, en fait, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas parler sans forcément avoir des phrases en rapport avec l'Église. En fait, il faut apprendre à pouvoir tenir une discussion, à pouvoir tenir un échange sans forcément avoir un mix de paroles qui vont faire que les personnes se disent, mais il dit quoi là? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit. On est dans un référentiel, dans une matrix, et c'est à nous de faire passer le message mais en connaissant les codes et en adaptant le message qu'on veut faire passer avec les codes de l'environnement dans lequel on se trouve. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Donc, est-ce que tu dois le dire? J'ai eu un week-end assez mouvementé, je suis un peu fatigué. J'ai eu un temps j'ai eu une soirée vendredi soir, j'ai fini très tard et après, samedi, je suis sorti avec des amis. Quand j'ai fini de dire ça, il n'y a pas de... C'est simple. J'ai pas besoin de dire, ah, je suis allé en séance d'évangélisation, ouais, voilà, il y a une personne qui a été touchée, qui a été guérie à la cheville et tout. Ça impressionne quelqu'un qui est dans le cadre de l'église avec toi, mais quelqu'un qui est en dehors du cadre de l'église, bon, ok, d'accord. Il va te dire, ok, Ok, et puis voilà. Il va te dire, ok. ok. Et quelqu'un qui va lui dire, en fait, tu sais que Ousmane Dembélé, il est blessé là pour 3 5 à 8 semaines. Ah bon? Et là, toi, ton sujet, il est passé aux oubliettes, tu vois. Donc, il faut apprendre à connaître les codes de la société dans laquelle tu te trouves, de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est important. Très, 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 très intéressant. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Donc, selon toi, quels sont les signaux qui montrent qu'on est mal intégré, qu'on a déjà mal commencé notre période d'essai? Bon, c'est pas suffisamment bien intégré. Euh, alors, il y a la partie intégration. Donc, quand je viens d'arriver, généralement, tout le monde va venir à ma rencontre, va chercher à m'inclure dans des choses. Dès que je vois que ça s'est arrêté, c'est que quelque part, ils ont eu un blocage, un frein avec toi, avec ta manière de faire. Ça veut dire que là, c'est à toi d'aller vers les personnes pour recréer pour recréer la connexion qu'ils voulaient au départ. On te dit, viens manger tous les midis. On va manger ensemble. Ah non, mais en fait, j'ai un coup de fil à passer. Ah ouais, non, mais j'ai tel truc à faire. Ah ouais, en fait, on est en jeûne et prière, donc de 12h30 à 13h30 j'ai un temps de prière, donc il faut que je me connecte. Ah non, mais. En fait, quand tu fais ça, au bout d'un moment, en fait, les personnes ne te proposeront plus d'aller manger. Et après, Hmm. c'est toi qui ne vas pas connaître les personnes, les personnalités. Parfois, manger juste avec des personnes, te permet de percevoir quel type de personnalité tu as en face de toi. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que techniquement, on t'a pas embauché pour être juste des amis, un ami sympa de l'entreprise. On t'a embauché pour que, quelque part, tu performes dans un domaine bien précis. On t'a embauché en tant que contrôleur de gestion, en tant que Il y comptable a quand même et tout ça. 45 personnes de connectées. Ah, gloire à Dieu. Et en fait, si on t'a embauché pour être un contrôleur de gestion, on attend que tu manifestes
quelque part les aptitudes du contrôleur de gestion. Donc, c'est à toi d'être la personne c'est à toi d'être la personne qui performe aussi dans les travaux qu'on te confie. Si tu vois au départ, on te confiait plein de choses et que finalement on ne te confie plus, pose-toi des questions. Ça, c'est un signal qu'on t'envoie pour te faire comprendre que soit les livrables, ce que tu m'as livré n'était pas à la hauteur de mes attentes, donc je n'attends plus rien de toi, soit c'est que tu n'as pas eu la bonne approche avec la personne. Donc, aller rapidement vers celui qui te confiait du travail pour rattraper le tir, quoi. Et donc, c'est possible de rebondir si on a mal commencé. Ah, Je le tout dis à pour, fait. je pose la question pour quelqu'un peut-être qui est là et qui sent que sa période d'essai n'est pas en train d'être validée ou qui est en train de stresser par rapport à ça. C'est possible de rebondir si on a mal commencé. Oui, alors moi je connais une collaboratrice qui, quand elle est arrivée au cabinet, elle tenait à avoir des missions qui sont si c'est trop loin, il faut que ce soit à 30 minutes de chez elle. Donc, chaque fois qu'on avait une mission, on disait, ah, on a pensé à toi pour telle mission. Ah, c'est où? Ah, non, mais là, c'est trop loin. Ah, je veux pas. Et on lui propose une autre. Ah, non, mais ça, c'est trop loin. Elle était en période d'essai. Et après, on lui proposait plus rien. Et elle faisait partie de la shortlist des personnes de qui on allait se séparer. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est renseignée, elle a appris que, ah, en fait, elle a tellement refusé de mission que, bah, en fait, on va la libérer puisque bon, son profil ne correspond pas, elle n'a pas envie de s'investir, donc on va la libérer. Je peux te dire que la prochaine mission, quand on lui a parlé, elle m'a dit, c'était où? C'est moi qui lui ai parlé, elle m'a dit, c'est où déjà? Ah, à Massy. Ouais, ça peut le faire. On peut se faire un brief. Et elle a fait le brief, elle a participé à l'entretien. La première fois, c'est pas passé. Après, on a eu une autre opportunité. Elle a passé l'entretien et ça a été, et puis elle a rejoint le client. Donc, oui, on peut rebondir à condition de vite, de reconnaître on a posé des actes qui ne sont pas corrects et on corrige rapidement le tir. Ça, c'est important. D'accord. Mais comment elle a su en fait? Parce que elle a demandé du feedback. Comment elle a fait Bah, elle pour a avoir... su parce que dans le cabinet, il y a des senior managers, mais il y a des managers. Et les managers, ils font partie des réunions où on parle des différents collaborateurs. Et certains lui ont dit, ah, attention, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne te sollicite plus pour te proposer une mission. Ah ouais, c'est vrai que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas reçu de Teams, on m'a pas contacté. Bah ouais, en fait, j'ai entendu dire que tu as refusé plusieurs missions. Ah ouais, ça jouait contre moi? Ouais, bah oui. Et puis voilà, c'est comme ça. Et moi, elle est venue me voir directement pour me dire, ah, n'hésite pas si tu as une prochaine mission, franchement, moi je suis partante et tout, machin. Et finalement, elle est partie. Dont l'importance d'être proactif en fait. Et exactement, et Ne surtout de pas, parler avec les ne autres. pas rester dans son coin. Tout à Ne fait. pas rester dans son coin. Si je viens avec mes écouteurs, je mets mes écouteurs, je reste dans mon coin, je parle avec personne, ben, elle n'aurait pas su qu'elle avait cette image, on l'avait cataloguée et du coup, on l'a libérée, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est noté. C'est noté. Mais du coup, vu que là, on est vraiment entre diasporens et diasporiennes, est-ce que tu penses qu'il y a des défis supplémentaires que rencontrent les personnes issues de la communauté? Ah oui, les défis de la diaspora. Ah, il y en a beaucoup, hein. Aïe. Il y en a beaucoup, les défis de la diaspora. Moi, j'en ai identifié, je vais dire deux. Deux principaux. Donc, le premier, je dirais, c'est le rapport à l'autorité. Euh, Si parmi nous, il y a des personnes qui ont travaillé en Afrique, en Afrique, quand on voit le directeur, c'est monsieur le directeur. On le vous voit, on a une manière de se comporter avec le directeur. Ici, c'est pas forcément le mindset qu'il y a. D'où l'importance de ce que j'ai dit, la matrix et connaître les codes de la matrix. Ici, moi, je suis dans la staff avec tout le monde. Je parle dans la staff, je suis dans la staff avec tout le monde, avec monsieur tout le monde. Le directeur dont j'ai parlé, il est dans la staff avec moi. Parfois, il est assis juste à côté de moi. Et en fait, on tutoie les collaborateurs avec qui on travaille. Donc, pas besoin de venir me voir et puis de dire, ah, bonjour, vous allez bien? Ah, est-ce que vous pouvez me confier du travail? En fait, l'approche afro-caribéenne de se dire, en baissant un peu La la tête, révérence. la révérence, en baissant les yeux, en ne regardant pas droit dans les yeux, c'est un signe de respect. En fait, il faut même connaître les codes ici. Le signe de respect ici, c'est pas parce que tu as baissé les yeux. Au contraire, ça peut être mal perçu. Mais je lui parle et elle ne me regarde pas dans les yeux.
Moi, j'ai déjà Mmh. entendu ça en évaluation. J'ai parlé avec tel collaborateur. J'ai l'impression que, et c'est moi qui ai défendu la personne pour dire, en fait, c'est culturel. La personne dans son pays, regarder un responsable dans les yeux, c'est comme si elle confrontait la personne. Un Bah, affront. Mmh. voilà, c'est un affront. Alors que non, c'est en fait, c'est juste que tu dois apprendre. Bah, en fait, elle me parle, bah, je la regarde dans les yeux, je parle avec elle, je la tutoie. Parfois, je peux challenger le travail qu'il me demande. Il te demande de sortir tel document. Mais en fait, est-ce que c'est pertinent de le faire parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. En fait, il faut apprendre à connaître les codes. Donc, pour moi, le premier défi, c'est le rapport à l'autorité parce que, voilà, on a trop l'habitude d'être hyper à Rég l'écart, un peu trop courbé et tout ça. Et le deuxième défi, pour moi, le deuxième, et pour moi, c'est pas le plus simple, c'est rechercher la communauté ou rechercher son semblable africain ou des Caraïbes dans l'entreprise. Parfois, on a des collaborateurs qui arrivent et qui recherchent, en fait, dans la boîte, il y a combien d'Ivoiriens? Il y a combien mmh. de Congolais? Il y a combien de... et si elle est peut-être camerounaise, elle va chercher sa collègue camerounaise et c'est terminé. C'est-à-dire que son intégration dans l'entreprise va se limiter à cette jeune demoiselle. Donc, tous les midis, on va manger et puis avec les habitudes, les codes du Cameroun, ils vont essayer d'imposer cela à l'entreprise. Mais ça ne passe pas toujours. Et ce n'est pas un bon facteur d'intégration. En fait, il faut apprendre à... Je suis dans l'entreprise, tous sont mes collègues. Cette jeune demoiselle, on a la même origine, mais monsieur Quentin, monsieur, je sais pas, Dupont est aussi mon collègue. Donc, je ne peux pas me limiter à ma sœur du même pays que moi, mais je dois apprendre à m'ouvrir à tous les autres. Et ça, le communautarisme, pour moi, c'est quelque chose il faut bannir quand on est dans... On peut se voir en dehors, on peut prendre un verre ensemble en dehors, mais dans le cadre professionnel, en fait, je ne recherche pas mon semblable. Ah, un noir dans la boîte, ouh, ça me rassure. Ouh, je me sens moins seul. Non, en fait, je suis là pour travailler. Donc, que j'ai des Chinois, des Noirs, des Africains, moi, je suis là pour travailler. Voilà, tout simplement, et je viens pour travailler. Pour moi, je pense, ce sont les deux défis de la diaspora. Mmh, mmh, mmh. Ah Non, mais bah c'est voilà, tellement Leslie a mis d'accord à 1000%. Ouais, je sais pas si c'est 1000, bon, 100 000% ou 1 million de pourcents. Voilà. non, c'est tellement vrai, mais c'est un peu humain finalement de se tourner vers les personnes qui nous ressemblent, hein. On cherche, en général, les personnes qui sont comme nous et finalement c'est un peu traître, quand on est, dans le milieu professionnel parce qu'on est tout de suite, j'ai l'impression, hein, catalogués. Si bien qu'il y a des personnes de la communauté qui ne veulent absolument pas s'associer avec des personnes, de leur même origine. Alors ça, je ne sais pas si c'est pas un autre extrême, Oui, non, mais mais ça, c c'est l'extrême. Après, faut pas être extrémiste non plus. C'est-à-dire que je parle avec les personnes de la communauté ou de la diaspora africaine ou caribéenne, mais en fait, je ne fais pas de cette population-là de mon entreprise mon focus. En fait, moi, je parle avec tout le monde. Et je fais bien passer le message à la communauté que, en fait, moi, je suis pas là pour créer une famille, une communauté dans l'entreprise, quoi. Vous voyez? Là, je suis là pour travailler. Et après, si on se voit en dehors, ok, on se voit en dehors. Mais là, on est dans un cadre pro. Donc, Quentin, c'est mon collègue, comme toi, tu es ma collègue, comme telle personne est ma collègue. Donc, on travaille tous ensemble. Après, quand on prend un verre en dehors, on discute, on se voit dans un autre cadre, il n'y a aucun problème. On peut parler des défis de la diaspora, des défis de l'Afrique, de la Caraïbe, il n'y a aucun problème. Mais dans le cadre professionnel, je reste le plus professionnel possible, quoi. mmh, 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 mmh. Sinon, malheureusement, ça bascule dans des discussions, du genre, tu préfères, le ndolé ou le tchèp, enfin vraiment ça peut vite Exactement. basculer et malheureusement, on va nous coller des étiquettes alors je remets encore le contexte, c'est très ça c'est vraiment pour les personnes qui sont ici en Occident. Je pense que ça pose pas du tout problème, si on est sur le continent, mais ici en Occident, c'est une vraie problématique à laquelle nous sommes confrontés, très souvent. Je vais répondre un peu aux questions, dans le chat pour les introvertis. Je pense que ça va vous intéresser. J'avais une question pour Serge. Est-ce qu'il a des astuces pour les introvertis, les personnes qui manquent un peu de confiance en eux, pour s'affirmer, que ce soit même dans les réunions, prendre la parole, aller voir les collègues? Est-ce que tu as comme ça des conseils pour les personnes qui ont un peu du mal avec les interactions humaines? Alors, moi, j'ai une phrase que je dis aux collaborateurs qui sont introvertis parce qu'ils ont
quand ils ont en face d'eux des personnes qui ne sont pas introverties comme moi, malheureusement, ils ont du mal à s'affirmer, ou ils ont dit, parce qu'ils se disent, bah lui déjà, voilà, c'est bon, moi je ne veux pas parler, il a déjà tout dit et tout ça. Moi, j'aime bien dire que ce qui fait qu'ils sont introvertis, c'est parce qu'ils se disent que je ne veux pas dire une bêtise, je ne veux pas commettre de gaffe, je ne veux pas faire d'erreur. Et ils ont du mal, les introvertis ont du mal avec l'improvisation. C'est-à-dire qu'on va aller à une réunion, si on dit on va aborder telle thématique, il sait qu'on doit aborder la thématique, mais il ne va toujours pas parler. Moi, je dis toujours, il faut, la meilleure improvisation, c'est celle qui a été préparée. Donc, c'est-à-dire que si tu es introverti, on a une réunion et tu sais que ce sont les personnes du même grade que toi qui sont là, des personnes qui parlent, tout comme toi, tu es peut-être assistant, senior manager, qu'importe. Et, en fait, ne laisse pas cette faiblesse-là parler. Prépare ce que tu as à dire et puis prends la parole. Tu sais, tu prends la parole, tu dis ce que tu as à dire, même si ce n'est que 2, 3 secondes, mais au moins ça a le mérite de dire que, on a le mérite de dire qu'au moins on a entendu sa voix. Il y a des personnes qui se sont exclues toutes seules parce que on commence une réunion, on l'invite à chaque fois à la réunion, mais elle ne prend jamais la parole. Toujours là, caméra fermée, micro fermé, et à la fin, quand on dit au revoir, au revoir, c'est là uniquement que tu entends sa voix. Au revoir, bah, elle a coupé. Mais non. Et en fait, donc ce qui fait qu'après, quand on crée des groupes plus restreints, ces personnes-là sont automatiquement écartées parce qu'elles ne donnent jamais leur avis. En fait, il faut apprendre à donner ton avis. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins tu as donné ton avis. Tu dis, ah bah en fait, pour ce point-là, moi j'avais préparé, je pense qu'il faudrait faire ça, 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 ça. Et puis voilà, au moins tu as donné ton avis. Ne te laisse pas impressionner par quelqu'un dans l'entreprise où tu te trouves. Sache que si tu as été recruté, c'est parce qu'il y a quelque chose chez toi que l'autre n'a pas. C'est pour ça que tu as été recruté. Si cette personne-là, une personne suffisait, en fait, on n'allait pas recruter quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y avait un besoin qu'on a fait appel à toi. Donc, si tu es en poste, c'est qu'il y a un besoin et donc on a besoin de toi pour que tu parles. Il faut juste t'exprimer. Si tu ne veux pas parler, ben fais un mail, écris. Au moins écris, tu peux faire. C'est quand même, tu es seul chez toi à la maison, tu peux écrire un mail. Aujourd'hui, on a ChatGPT. Il va même t'aider à reformuler et tout ça. Donc, tu ne dois pas avoir cette limite-là. Tu dois avancer. Moi, c'est mon conseil. Comment prendre des initiatives en étant introverti? C'est juste pour se conformer, sans juste se conformer à sa fiche de poste. Je comprends pas la question. C'est un peu ce que tu as dit, Serge, en disant prends la parole, ose prendre la parole, ne garde pas pour toi, ne te tais pas parce qu'il y a quelqu'un en face qui, entre guillemets, t'intimide. Parce qu'on a tous un collaborateur qui prend beaucoup de place. Et si vous ne connaissez pas ce collaborateur, peut-être que c'est vous. Mais il y a toujours quelqu'un qui est toujours en train d'occuper tout l'espace, si bien que les autres n'osent même pas en placer une dans une discussion parce que C'est ça. elles se sentent finalement intimidées. Et pour les introvertis, je crois que c'est vraiment très compliqué. J'avoue que pour ma part, à chaque fois que je fais face à ce type de personnalité, je me tais et j'attends le moment bien stratégique pour placer mon mot. Parce que c'est très important de dire, d'avoir une voix. C'est très Tout à fait. important que notre voix compte dans la discussion. Sinon, effectivement, on devient transparent, malheureusement. Donc, je pense que c'est ce que Serge a expliqué juste avant. Et alors qu'on est vers la fin de notre live, est-ce que tu aurais trois clés que tu pourrais nous laisser, trois clés pour briller à son poste une fois qu'on a été embauché? Comment faire la différence? Ok, je réponds à Mathilde. J'ai vu un message, je réponds à Mathilde et après je donne les trois clés. Mathilde dit que ses managers lui ont demandé de prendre beaucoup plus d'initiatives et de ne pas avoir peur d'aller au-delà de sa fiche de poste. Moi, je crois, Mathilde, et je pense que ça s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes. Si ton manager a eu à dire cela, c'est que tu dois certainement être une personne de confiance. C'est-à-dire que dans la qualité de ce que tu délivres, la personne se dit, mais en fait, franchement, si elle faisait plus que ce qu'elle faisait là, en fait, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. En fait, quand je lui confie un travail, je sais que je peux avoir confiance et donc j'ai besoin qu'elle prenne beaucoup plus d'ampleur. Donc Mathilde, prends-le comme un compliment de la part de ton manager. Et puis, euh, au lieu de parler devant tout le monde, bah, c'est lui qui t'a approché. Bah, si tu as des idées ou je ne sais pas quel type d'initiative il s'agit, mais n'hésite pas à lui faire un mail. Fais-lui un mail avec ce à quoi tu penses, l'initiative à laquelle tu penses, et envoie-lui à lui, comme il t'a tendu la perche pour pouvoir échanger sur le sujet,
bah, envoie-lui un mail pour pouvoir discuter. Tu écris, tu formalises les sujets de discussion, tes propositions d'initiative, et puis après, vous vous retrouvez et vous pourrez discuter tranquillement. D'accord? Je pense qu'en one-to-one, tu parleras beaucoup plus que si tu es toute seule. Quelle stratégie la question, c'est trois clés pour briller davantage. C'est ça. La première clé, c'est briser la glace avec ses collègues. Franchement, briser la glace avec ses collègues. J'aime dire aux collaborateurs qui viennent au cabinet que je ne sais pas si vous connaissez tous ceux qui sont connectés, mais il y a quelque chose, vous aurez le temps de chercher sur Internet, mais il y a quelque chose qu'on appelle prendre une bière avec Steve Jobs. Je vous invite à faire la recherche, vous allez voir. En fait, chez Apple, Steve Jobs a mis en place quelque chose dans le processus de recrutement. Il dit que pour qu'une personne soit recrutée, il faut que lui, il arrive à pouvoir tenir toute une soirée en prenant une bière avec la personne. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si la personne peut avoir toutes les compétences possibles, mais si quand je suis avec cette personne, je ne sens pas de feeling particulier, la personne ne... En fait, tu peux être introverti, extraverti, ce que tu veux, mais au moins, si tu n'arrives pas à tenir une discussion, à parler, à t'exprimer, en fait, qu'est-ce que tu vas m'apporter dans la boîte? Donc, il faut apprendre à être une personne avec qui on prend plaisir à être et à travailler. Ça, pour moi, c'est une clé indispensable. Il faut véritablement être cette personne avec qui on prend plaisir à travailler. Il faut que toi, tu sois la personne, quand on discute avec toi, on sait qu'on peut parler de football, de ceci, de cela. Il n'y a aucun sujet, quoi. On sait que tu es capable de rebondir sur une discussion et puis de changer de sujet. Il n'y a aucun problème. Sois cette personne-là. Vraiment, c'est mon invitation. Deuxièmement, euh, je rappelle qu'on ne t'a pas recruté pour tes beaux yeux. Je vais être un peu cash, mais on t'a pas recruté pour tes beaux yeux. On t'a pas recruté seulement pour le feeling, on t'a recruté aussi pour ta technicité. Donc, n'oublie pas pourquoi est-ce que tu es dans la boîte. N'oublie surtout pas. Si as été recruté, c'est parce il y avait un besoin. Donc, il faut que tu sois celui qu'on appelle le collaborateur fiable. Vous voyez, quand on fait les évaluations au cabinet, il y a toujours ce que j'appelle le top 5. Dans notre cabinet, on a des collaborateurs. Je peux vous dire que quelle que soit la saison, on sait que les cinq là, ils vont avoir les meilleurs bonus, ils vont avoir les meilleurs évals. Dès qu'il y a une très bonne mission, on ne va pas penser à toi, monsieur Lambda, on va penser au top 5. Parce que toutes les missions qu'on leur a confiées, ils ont toujours été fiables. Ils ont fait le travail, ils ont délivré. Et dedans, j'ai des introvertis, hein, pour information. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah non, mais ils doivent être tous. Non, 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 non. J'ai des introvertis. Mais ces personnes-là sont fiables. Quand on leur confie un travail, le livrable, il est excellent. Ils donnent, ils délivrent le meilleur de ce qu'ils peuvent délivrer. Et ça, il faut que tu sois une personne fiable. Une personne qui respecte les délais. Une personne dont la parole compte. C'est-à-dire que j'ai horreur, moi en tant que senior manager, j'ai horreur du collaborateur qui me dit, je t'envoie le document ce soir. Et le soir, il me l'a pas envoyé. Le lendemain, il me l'a pas envoyé. Et c'est moi qui le relance pour le document. Là, pour moi, tu perds en crédibilité. Tu vois? Il faut que ta parole compte, ait du poids. Donc, il ne faut pas dire, je vais le faire pour 17 heures et puis à 17 heures, tu fermes ton PC, tu pars parce que tu as une obligation et tu ne donnes pas d'informations. Non, sois un collaborateur fiable. Sois une personne qui crée un climat de confiance envers ses responsables et avec ses collègues. Et la troisième clé, je dirais que la troisième clé, c'est n'oublie pas, il y a les collègues et il y a les connexions. D'accord? Cette entreprise dans laquelle tu te trouves, il y a forcément une connexion. Tu l'as dit, Inès, tout à l'heure, que la plupart des personnes en poste ont trouvé leur job par une connexion qu'ils avaient précédemment. Bah, en fait, sache que l'image que tu renvoies à tes collègues va jouer sur ta carrière, tout au long de ta carrière. Tu vas être recruté quelque part. Aujourd'hui, tu es dans une boîte, peut-être que cette boîte ne fait pas un grand chiffre d'affaires, ce n'est peut-être pas la meilleure boîte du monde, mais le jour où tu vas être recruté dans une grande boîte, on va faire ce qu'on appelle les prises de référence. Et moi, j'en fais. J'appelle tes anciens collaborateurs, j'appelle tes anciens managers. Et je dis, ah, en fait, on a un tel collaborateur qui vient de postuler chez nous et tout ça. Et en fait, j'aimerais juste avoir votre retour sur sa manière, ses travaux, comment vous avez trouvé, tout ça. Et pourquoi est-ce qu'elle a quitté votre boîte? Parce que oui, il faut que je sache pourquoi tu as quitté la boîte. C'est important.
Donc, je prends le temps d'échanger, je prends le temps. Et c'est important pour toi de créer ton réseau, de créer, de renvoyer une image positive, de sorte à ce que si demain tu n'es pas dans cette boîte et que tu allais tenter une aventure ailleurs et que ça ne marche pas, si tu fais machine arrière, tu sais que peut-être la porte sera ouverte parce que tu as laissé une bonne empreinte. Voilà pour moi les trois clés Waouh, pour... waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut réagir? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des likes? Parce que vraiment, je pense que on a reçu tellement de clés. Moi, la première, j'ai noté qu'il faut briser la glace avec ses collègues, savoir parler de tout type de sujet, finalement. Deuxièmement, ne pas oublier qu'on a été recruté d'abord pour un besoin technique. Donc, il faut être bon techniquement. Il faut être une personne de confiance, une personne fiable qui sait rendre les livrables dans les délais et ne pas oublier qu'il y a des collègues et des connexions, les connexions, les connexions, les connexions. Je pense qu'il faut, là, l'équipe technique va faire son possible pour vous condenser tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à intégrer notre chaîne WhatsApp. Je pense qu'on va faire un petit récap qu'on va vous transférer directement à ceux qui seront donc abonnés à la chaîne WhatsApp de Tiara Pro. On va vous remettre le lien dans le fil de discussion. Mais en tout cas, je pense que ça, ce sont des clés qui vont nous permettre de valider nos différentes périodes d'essai et de briller à nos postes. Donc, on arrive à la fin, mais il y avait des questions. Je pense que notre live a suscité beaucoup de questions, Serge. C'était vraiment nécessaire. Donc, on va reprendre certaines questions qui ont été posées. Je crois qu'il y a OK. d'abord Dominique qui a posé la question de est-ce que porter ses écouteurs en open space au travail, est-ce que c'est mal vu? Ça dépend, en fait, tout dépend de l'entreprise. Pour répondre à Dominique, moi, j'ai le cas dans mon cabinet, quand tu travailles, si on est en pleine période fiscale avec plein de sujets et on peut te solliciter à tout moment, c'est très mal vu que tu aies tes écouteurs alors que tu n'es pas en réunion et que tu es dans l'open space. Mais chez mon client, chez qui je suis aujourd'hui, en fait, chez eux, dès que les personnes arrivent, bonjour, bonjour, ça va? Ça a été ton week-end? Ok. Et paf, la personne a mis ses écouteurs et elle est à fond dans son boulot. Et en fait, ça ne dérange pas. Tout dépend de la culture de l'entreprise dans laquelle tu es. Et Hmm. ce n'est pas parce que la personne, tu es dans une entreprise où les écouteurs ne sont pas autorisés que ça veut dire que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Il faut juste s'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, peut-être que plus tard, tu iras dans une boîte où les écouteurs seront autorisés, tu pourras les mettre. Mais si tu es dans une boîte où ce n'est pas autorisé, bah, sauf de ne pas les mettre pendant que ce n'est pas autorisé, tout simplement. D'accord. Parce que je pense que la question derrière, c'est est-ce que ça renvoie un signal de ah, je n'ai pas envie de discuter avec Non, mais en vous. fait, c'est ce que je dis. Si par exemple, tu es chez mon client, tu es chez mon client actuel, ou chez eux, mettre les écouteurs, ce n'est ni positif ni négatif. Pour eux, c'est la norme. Tout le monde le fait. Donc, il n'y a pas de signe positif ou négatif. Mais par contre, dans le cabinet, tu le Mhm. mets, pour moi, tu renvoies un signe négatif. C'est comme D'accord. si tu limites la conversation, comme dit Hmm. quelqu'un dans le chat, tu limites la conversation entre toi et tes collègues. Et surtout, si tu es en période fiscale chez moi, ah bah là, je vais venir enlever les écouteurs de tes oreilles moi-même pour te dire, écoute, j'ai besoin que tu envoies tel document, j'ai besoin que tu me renvoies ceci. Donc, pardon, reste focalisé et puis enlève-moi les écouteurs. Voilà. Ok, ok, très bien. Ensuite, on avait une question par rapport au communautarisme de Nathalie qui se demandait est-ce que le fait d'être plus proche des personnes de sa tranche d'âge, est-ce que c'est mal vu? De rester entre jeunes, on fait une équipe de jeunes, une équipe, on laisse les vieux entre eux, les jeunes entre eux. Est-ce que c'est mauvais de ne pas s'intégrer aux différentes tranches d'âge dans En l'entreprise? fait, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est que c'est pas seulement la tranche d'âge. Tu peux avoir, je sais pas, supposons que tu as 24 ans, 25 ans et que tu es manager et que les gens de ta tranche d'âge sont des seniors, ça sera très mal vu, oui, que tu passes le temps avec les gens de ta tranche d'âge. Parce que on va se dire, nous, quand on fait les évaluations de collaborateurs, on insiste auprès de tous les managers pour dire, il y a certains qui vont pas passer le grade, ils sont seniors, certains qui sont assistants qui ne vont pas passer le grade. On insiste pour que la relation que tu as avec cette personne en dehors du cadre professionnel ou même l'amitié que tu as,
n'influence pas ta bouche, quoi. Que tu n'ailles pas dire aux collaborateurs, en fait, on vient de finir la réunion, ah, bah, tu passes pas ton grade, hein, tu sais, c'est Mmh, dur, hein, ah, ils ont été durs avec toi. Non, 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 non. On insiste, il peut avoir la même tranche d'âge que toi, être de la même origine que toi. Il faut juste être dans son rôle. Il faut être dans son rôle. Quel que soit l'âge que tu as, il faut être dans ton rôle. Si tu es plus proche des personnes de la même communauté que toi, moi, je dis pour moi, c'est quelque part un signal négatif que tu renvoies, mais de la même tranche d'âge, il y a pas de problème particulier, à condition que tu sois dans ton rôle, comme je dis. Il mmh. faut être dans ton rôle. C'est important. D'accord. OK. OK. Ensuite, on a une question, qui est un peu, hors en dehors de notre cadre, en dehors de notre contexte, mais, qui vaut quand même la peine d'être posée. C'est une question de Kamba qui demande, quelle stratégie adopter pour résoudre les conflits sans se retrouver dans une position inconfortable? Par exemple, comment réagir face à un ou une collègue qui s'exprime de manière déplacée ou qui traite les autres comme, ses subordonnés. J'imagine que, peut-être quelqu'un qui fait le chef, hein, et qui n'est pas chef et qui parle mal, aux autres. Comment réagir? Alors, en fait, parfois, je vais te donner des cas de figure. En fait, parfois, il faut ne pas soi-même porter le sujet, parce que la gestion du conflit, c'est tout un sujet dans le milieu professionnel. C'est peut-être pas à toi de résoudre le problème, mais c'est à toi de remonter le problème. C'est de ta responsabilité parce que ça risque de polluer l'atmosphère de l'entreprise et au sein de l'équipe. Donc, si cette personne-là parle très mal, s'établit toute seule responsable, au-dessus de tout le monde alors qu'on est tous au même grade, par exemple, en fait, c'est bien de remonter le point en disant qu'il faudrait peut-être voilà, les remonter au sujet de telle personne. Et ce serait bien de vous pencher sur la question parce que ça crée une ambiance pas terrible dans l'équipe. Et les responsables, donc les managers, prendront le temps d'observer. Et si c'est avéré, ils vont recevoir la personne. Et crois-moi que ça, ils sont, normalement, ils sont forgés pour pouvoir gérer ce genre de cas. Ils vont savoir remettre la personne à sa place et ça ne sera pas, on ne dira pas, en fait, c'est Madame un tel qui a dit. On va juste dire, en fait, on a constaté, il y a eu plusieurs remontées à ton sujet. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de telle habitude que tu as décidé de prendre au sein des équipes. Et en fait, là, tu es en train de sortir du cadre que tu ne corresponds pas à la culture de l'entreprise. Donc, c'est à toi de faire le choix. Si on entend encore à ton sujet ce genre de choses, bah, en fait, on va devoir prendre les dispositions qui vont bien. Maintenant, à toi de nous dire est-ce que oui ou non, est-ce qu'on a exagéré, on a amplifié. Dis-moi, ce que je te dis, c'est vrai ou pas? Et puis, on en discute. Bon, ça, c'est au manager de le faire. Maintenant, après, il ne faut pas toujours vouloir régler le problème parce que peut-être qu'on n'est pas la bonne personne pour le faire. Mais on peut toujours remonter la difficulté à quelqu'un qui va s'en charger. Voilà. Mmh. Donc ne pas aller au conflit forcément ou face à face avec la personne, mais chercher une tierce personne, Exactement. un responsable. OK. N+1, généralement, pas une tierce personne, mais surtout un N+1. D'accord, OK, très bien. Valène a aussi une question, là je pense c'est team introverti comme ils ont dit, dans le chat. Mais moi je n'aime pas, couper les gens quand ils parlent. Heu, alors je pense elle aimerait poser des questions, mais elle n'aime pas couper, les personnes quand ils parlent et à force d'attendre le moment stratégique pour poser la question, le moment passe. Et je ne peux plus poser une question sur quelque chose. Comment faire? Comment faire pour savoir le bon moment pour, placer un commentaire, une remarque, une question? Comment connaître le bon moment, pour glisser son point de vue? Je n'ai pas retenu le nom de la personne, mais quelqu'un a dit, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Si jusque-là, tu as toujours attendu le bon moment et que c'est jamais arrivé et le sujet est passé, ça veut dire qu'il faut arrêter d'attendre le bon moment et puis il faut parler. C'est tout. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut rentre dans le tas et puis pose ta question. Tu dis, ah bah, désolé de te couper, mais en fait, ça fait un moment que j'attendais pour te poser la question, mais puis voilà, tu poses ta question. C'est tout. Parce que si tu continues à attendre le bon moment et que tu le dis, hein, en tout cas ce que Inès a lu, tu as attendu le bon moment pendant plusieurs fois et la thématique de discussion est passée ou le sujet pour lequel tu voulais poser ta question est passé. Si ça arrive à plusieurs reprises, bah, en fait, ça veut dire qu'arrête d'attendre et puis utilise des formulations polies
Désolé de te couper, mais en fait, j'ai une question. Après, je te laisserai terminer, mais juste, j'ai une question pour ne pas perdre le fil. Je te pose la question et puis après, on continue. Et puis, tu poses ta question, simplement. OK, j'espère qu'on a répondu à ta question, Valène. On a une autre question de Cécile qui s'interroge sur les limites des conversations entre les collègues, pour éviter la familiarité. De quoi est-ce qu'on peut parler finalement? Heu, Comment ne pas trop se livrer? Qu'est-ce qu'on Ah, peut dire bah, après, facilement? c'est nous, c'est toi qui définis les limites. C'est toi qui définis les limites. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a des informations pour moi qui ne doivent pas relever, ça ne doit pas être de secret d'État, quoi. C'est-à-dire, tu es marié, c'est pas un secret. Tu dois pouvoir dire que tu es marié, quoi. Après, qu'on connaisse le prénom de ta femme, c'est un autre sujet, tu vois. Tu as des enfants, ok, tu peux dire que tu as des enfants, mais dire que ah, mais mon enfant, ce matin, il s'est réveillé, il avait la varicelle, il y avait ci. En fait, il y a des sujets qui relèvent d'une certaine proximité qu'il ne faut pas avoir dès le départ. Après, si tu te sens suffisamment à l'aise pour les aborder, bon, tant mieux. Mais il faut surtout, voilà, si tu veux que les personnes échangent avec toi, il va falloir aussi donner des informations. Après, il faut donner avec mesure les informations que tu donnes. Je suis marié, j'ai des enfants. Voilà, j'ai les défis des parents. Ah, le matin, ah, ce matin, c'était compliqué. J'ai dû déposer les enfants. J'ai pris un peu de retard. Voilà, c'est des sujets qui restent des sujets du commun des mortels, quoi. Ça relève du commun des mortels. Après dire, ah, en fait, ce matin, c'était compliqué, ma fille. Je voulais lui faire un chignon, mais finalement, elle voulait des couettes. Du coup, ça m'a retardé. J'ai dû lui faire des couettes. Voilà, ça devient, là, on rentre un peu dans une forme d'intimité. Et ça, faut arrêter. Mmh Si mh. tu ne veux pas avoir ce genre de discussion avec tes collègues, bah, tu es libre de ne pas avoir cette discussion. Mais par contre, qu'on sache que tu as des enfants, il y a certains, tu es marié, il ne sait pas s'il doit répondre. Mais bon, tu es marié, oui, tu es marié. Je veux dire, tu as Alors des là enfants. là tu as pris, Serge, le cas de la personne qui est mariée, mais un célibataire qui est en train de date, qui est en pleine, qui change de je sais pas moi, de partenaire tout le temps, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Est-ce que je dis que je suis en Ah, relation? j'ai une Heu, cible en vue. Je fréquente quelqu'un. Bon, ah, tu sais, actuellement, c'est compliqué, hein. Je ne suis pas marié. Je cherche le bon. C'est des expressions qu'on entend. En fait, c'est des expressions qui sont assez générales et qui permettent de te couvrir. Ah ouais, pour l'instant, ah, tu es avec quelqu'un. Ah, c'est compliqué, je cherche encore le bon. C'est terminé. Le débat, il est clos. Mais ouais, en fait, j'ai eu un date samedi dernier, il y a 2 semaines, mais bon, en fait, le feeling n'est pas passé. Du coup, je date une autre ce week-end. Bah, là, tu me racontes ta vie, là. Voilà, je veux pas savoir. Je veux juste savoir est-ce que tu es avec quelqu'un ou pas. C'est tout. Voilà. mmh, Ne rentre pas dans le mmh. détail de ta vie privée, tu vois. Mmh, d'accord. Dans les sujets aussi, je vais un peu plus loin dans la question. Est-ce que je peux parler de mon état de santé général? Ah, j'ai eu mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai des problèmes de santé, oh, tu sais, enfin, il y a des collègues comme ça qui te racontent toute leur vie, hein, vraiment. Ah, tu sais, j'ai eu un cancer, 2 cancers, 3 can enfin, je veux dire, est-ce que où est la limite, en fait? Où est-ce qu'on s'arrête? En fait, si la personne te parle de ses défis, bah, tu parles de ses défis, mais tu n'as pas l'obligation de parler de tes défis de santé. En fait, il y a pas d'obligation, quoi. En fait, si tu n'as pas envie de parler, tu ne parles pas. Il y a pas de, tu diras pas, en fait, là, je traîne un problème depuis. Non, 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 tu n'es pas obligé de dire. En fait, tu dis, tu donnes les informations avec lesquelles tu es à l'aise. Parce que tu sais pas, après avoir discuté avec ta collègue ou ton collègue, où est-ce que l'information va se retrouver? Donc, c'est à toi de trouver la mesure exacte, quoi. Voilà. Mmh. OK, OK. Faut pas oublier en fait, de se protéger finalement parce que c'est un très bon point. On ne sait pas où toutes ces informations vont se retrouver. OK, j'espère qu'on a répondu à tes questions, Cécile. Si tu avais d'autres sujets, n'hésite pas. Il y a quelqu'un, on n'a pas vraiment le nom, qui s'appelle utilisateur de Zoom, qui dit, «Moi j'aime beaucoup ma sieste du midi et donc je peux manger seule, pour avoir le temps de faire ma petite sieste. Est-ce que c'est mal vu?» Donc finalement, je pense qu'elle dit que, comme elle tient à avoir sa sieste, donc elle préfère manger rapidement seule, comme ça elle fait sa petite sieste et elle est opérationnelle pour le reste de la Ah, journée. utilisateur Zoom, attends d'être en télétravail pour faire ta petite sieste, hein?
En fait, mets toutes les chances de ton côté, pour être plus sérieux, mais mets toutes les chances de ton côté. N'oublions pas que le cadre dans lequel on parle, je suis dans un cadre professionnel, je suis en période d'essai et je veux être dans cette boîte. Donc, je dois mettre toutes les chances de mon côté. Je ne dois pas dire, ah ben, je suis dans le cadre professionnel, mais moi, en fait, franchement, moi et le sommeil, c'est une histoire d'amour, quoi. Donc, je peux pas me priver de sommeil. Bah, dans ce cas, ne travaille pas, tu vois. Je vais être cash avec toi, mais voilà, ne travaille pas. Les micro-siestes, ça existe, mais bon. À condition que ce ne soit pas dans l'open space, à condition que tu ronfles pas. Tu as fait ta micro-sieste de 15 minutes et que tu es dans la salle et que tu me fais un son bizarre. La Non, bouche ouverte. pas la bouche ouverte, tu baves devant tous les collègues. Voilà, il y a des choses que non, ne nous expose pas à ce genre de situation, tu vois. Donc, moi, je te dirais, attends d'être en télétravail. Comme ça, tu gères ton temps et tu fais ta micro-sieste. Et, mets toutes les chances de ton côté. Mets toutes les chances de ton côté. Mm, mm, Si mm, tu mm. penses qu'en faisant une sieste devant tout le monde dans la staff, tu as mis la chance de ton côté, bah écoute, vas-y. Et on verra. Tu me diras qu'est-ce que ça a donné à la fin. Mais pour moi, c'est pas quelque chose à faire. Et surtout, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on est en concurrence avec des millions de personnes qui souhaitent rentrer dans cette entreprise-là. Donc, comment est-ce que ça peut être vu d'avoir un collaborateur qui est toujours en train de manger seul de son côté pour pouvoir se reposer? Enfin, voilà, bon, je pense qu'on nous sera tous d'accord pour dire que le signal, malheureusement, renvoyé n'est pas forcément positif. C'est ça. J'espère qu'on a répondu à ta question, utilisateur de Zoom. Nelly Rose qui demande que dire du partage du numéro de téléphone avec les collègues et la hiérarchie. Dans ma boîte, c'est le téléphone et le numéro perso dont on dispose. Surtout avec nos publications, effectivement, les statuts WhatsApp, Telegram et autres. Bah oui, quelqu'un a dit bloque-les bloque-les en statut. Oui, tu les bloques, hein, tout simplement. Hein. Tu bloques en statut. Voilà, il y a des choses que tu ne veux pas partager avec eux, tu les bloques. Il y a pas de débat, il n'y a pas de sentiment dedans. Moi, je veux partager les informations à qui de droit. Donc, voilà, tu ne fais pas partie des personnes éligibles pour avoir cette information, donc je te bloque. Moi, j'ai des collègues qui ont mon numéro personnel que j'ai bloqué. Parce que voilà, il y a des choses que je ne veux pas qu'ils voient, tout simplement. Puis il y a certains qui sont des collègues et qui voient. Donc voilà. Non, faut être à l'aise. Et puis, c'est ton numéro personnel, mais c'est toi qui décroches. Donc, si on t'appelle à 22 heures, c'est toi qui décroches, quoi. C'est ton pouce, voilà. C'est toi qui dis si oui ou non je décroche. Donc, voilà, on t'appelle à 22 heures, la personne ne respecte pas les horaires, bah, malheureusement, je décroche pas. Puis je te dirai demain, ah. J'ai vu ton appel, mais j'étais déjà endormi, et puis point final. Je passe à autre chose. Mm, Y a mm. Je pas de pense que problème. l'astuce de bloquer, on n'est plus à l'appliquer, hein. On est plus à l'appliquer. Quand on nous rajoute dans les groupes WhatsApp au boulot, on ne fait, on ne sait pas qui fait partie de ces groupes et on peut accéder à nos statuts. Non, en tout cas, Non, quand tu rajoutes dans un groupe, ça ne rend pas la personne éligible à tes statuts, pas du tout. Si tu as bloqué la personne, même si tu es dans un groupe en commun, la personne ne voit pas tes statuts. Donc, non. Bon, les gens peuvent être dans le groupe, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas obligé de participer à la conversation du groupe non plus. En fait, c'est ton numéro, c'est ta vie, c'est toi qui décides. Il y a pas de problème, quoi. Il y a une question là. Est-ce qu'on peut s'absenter? Je ne sais pas c'est qui a posé la question. Malika. Malika demande, est-ce qu'en période d'essai, on peut s'absenter ou demander des congés sans solde parce qu'on a quelque chose à faire? Moi, j'aime bien, dans sa phrase, elle dit, on avait déjà un truc de prévu. Bah, avant d'entrer dans la boîte, tu préviens qu'à telle période, je vais devoir m'absenter. Et donc, on sait que tu vas devoir prendre cette semaine. Moi, j'ai des collaborateurs qu'on recrute, ils commencent en juillet, mais on sait déjà que la dernière semaine de juillet, les 2 premières semaines d'août, il ne peut pas parce qu'il avait déjà prévu, il avait déjà pris son billet d'avion. Donc, on l'a recruté en connaissance de cause. Ça, il faut le faire. Ne mets pas les gens sur le fait accompli, quoi. Il ne faut pas que la personne arrive, tu commences et puis après tu dis, ah, en fait, j'ai mon billet d'avion, je dois partir. Bah, non, tu nous as pas dit, on ne peut pas. Et surtout que tu viens de commencer. Donc, tu n'as même pas de congé payé. Légalement, tu vois, tu n'es pas du tout dans la légalité. L'employeur est dans son droit de te refuser. Tu vois, mets toutes les chances de ton côté. Préviens avant de commencer et comme ça, c'est tranquille. Ok, j'espère qu'on a répondu à ta question, Malika. D'accord, merci, mais est-ce que ça peut être un objet?
Pour ne pas être gardé dans l'entreprise? Est-ce que ça peut être une raison, de ne pas valider sa période d'essai? Ah non, pas du tout. N'oublie pas, Malika, ce que j'ai dit, c'est que il y a deux facteurs principaux qui vont compter, ta fiabilité et ton intégration dans la boîte. Donc, c'est pas parce que tu t'es absenté une semaine, 2 semaines que je vais dire que tu n'es pas quelqu'un de fiable. Mais par contre, si ta période, tu n'avais pas prévenu et ta période, la période que tu demandes correspond à une période critique dans le cadre de ton poste, là, par contre, là, tu me crées des problèmes. Je te donne un exemple concret. Je te recrute en tant que comptable dans mon entreprise. On a toutes les premières semaines du mois sont des mois critiques pour ceux qui font de la comptabilité. On est en clôture. Et toi, tu me dis, ah, je veux partir la première semaine du mois. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à l'entretien, mais là, j'en ai besoin. Ben, moi, je t'ai recruté parce que justement, je n'arrivais pas à supporter toute la charge de la clôture. Donc, tu ne peux pas me lâcher là comme ça, alors que je t'ai recruté pour ça. Tu vois, tu m'as pas prévenu à l'entretien. Donc là, ça joue contre toi. Mmh. Et je peux même rajouter parce que j'ai eu ce cas-là, d'un collègue qui avait été recruté et qui avait dit, dès l'entretien d'embauche qu'il ne serait pas disponible entre telle et telle période, et qui voilà, vu que ça avait été dit, ça avait été pris en compte et ça n'a posé aucun problème. Si bien même que sa période d'essai, il avait réussi à l'écouter au bout de 2 mois, je crois. Ça se passait tellement bien avec, son manager sur la mission qu'il lui a dit: «Bon écoute, écourtons la période d'essai, hein, recrute-moi directement. Et ça s'est fait en fait. Il n'a même pas eu besoin de passer par tout le processus. Comme quoi, il y en a qui sont vraiment audacieux et qui arrivent à toujours tirer leur épingle du jeu. Et c'était quelqu'un de la communauté, donc vraiment qui était totalement diasporien. Non, pour dire que ça n'a rien à voir. Enfin, des fois, il faut juste prendre, faut juste être audacieux, faut prendre des initiatives. Donc voilà, on arrive donc au terme de notre live. J'avais promis une annonce à la fin, de notre live et donc l'annonce, c'est que on va créer un espace où on va davantage échanger une fois par mois sur, le réseau social TikTok. Ce sera en fait des diaspora talk. On pourra juste se connecter pour, parler de nos différentes, expériences positives ou négatives qu'on rencontre dans le milieu professionnel. Si on a des questions sur comment gérer telle ou telle situation, on va se connecter. On aura donc un peu comme un open mic une fois par mois où on pourra vraiment voilà, bénéficier des expériences des uns et des autres pour pouvoir se challenger, pour pouvoir progresser et vraiment occuper notre place. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, mettez vraiment des flammes. Je vois déjà quelques flammes. Si c'est un format qui vous intéresserait, parce qu'on s'est dit qu'en dehors du podcast et de nos lives, on pourrait aussi, parce que là, c'est mon invité qui prend la parole. Là, vraiment, ce sera à votre tour de prendre la parole. Si vous voulez échanger, en tout cas, on aura cette plateforme qui sera totalement ouverte et disponible. On mettra davantage d'informations dans notre groupe WhatsApp. Je tiens à remercier Serge pour sa présence ici ce soir. Merci d'avoir pris le temps. Alors, on a vraiment débordé. Merci d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. On a fait presque 2 heures de live, contrairement à nos lives habituels qui durent plutôt 1 heure. Mais je pense que c'était un échange vraiment riche et des informations dont on avait vraiment besoin tous autant que nous sommes, que ce soit les nouveaux, les nouvelles, ceux qui sont fraîchement recrutés comme des anciens qui pourront se rajuster et rentrer dans la matrix dès demain, lundi. En tout cas, C'est vous ça. nous direz des nouvelles. Nous sommes pressés de savoir si vous allez valider vos périodes d'essai. Donc, merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et merci à chacun de vous. On donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, notre thématique, ce sera donc pour les personnes plutôt qui cherchent à se faire, à être embauchées. Ce sera une thématique sur comment avoir un CV incontournable, un CV auquel on dit oui, j'achète. Donc ça, il faudra envoyer le lien à toutes les personnes qui cherchent du travail actuellement parce qu'on a une recruteuse, une chasseuse de tête qui va venir nous donner des tips vraiment pour être incontournable. Donc ne ratez pas, envoyez vraiment le lien à toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage parce que c'est la rentrée, on est encore dans les starting blocks, on est en train de faire notre rentrée professionnelle. À plusieurs cherchent des alternances ou cherchent à trouver du travail.
Donc vraiment, n'hésitez pas, dès que le flyer sera disponible, on va le publier. N'hésitez pas à le partager. Et on vous remercie vraiment pour votre temps. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour vos échanges. Merci pour vos questions. C'était un échange très riche. Donc, merci beaucoup à tous. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.